Journaliste, c'est un métier de bourgeois. Tu peux être journaliste que si tu as un background familial, un patrimoine qui te permet de tenir sur les pieds. Je suis devenue une fille avant d'être venue au monde. C'est-à-dire qu'on m'a rejetée avant d'être là. Une prof qui m'humilie dans toute la classe. Je me dis, mais t'auras jamais le niveau, c'est pas fait pour les gens comme toi. Cette semaine, dans le podcast Impact Story, je reçois Nesrine Slaoui, journaliste, éditorialiste, réalisatrice et autrice. Elle s'est imposée comme une voix incontournable du féminisme en France. J'étais en manque de représentation de femmes maghrébines de quartier populaire. Issue d'un quartier populaire, Nesrine comprend très tôt qu'elle va devoir se battre pour se frayer une place dans la société. J'ai conscience de ce que ça veut dire être une fille. J'ai conscience que ça conditionne ta naissance, ta vision du monde et tout ça. Mais arrivée à Sciences Po, elle découvre brutalement la fracture sociale. J'ai découvert que j'étais pauvre quand je suis allée à Sciences Po. Depuis, elle réalise, elle s'exprime et elle écrit, notamment son dernier essai féministe, Notre dignité. Nesrine refuse qu'on lui impose une place. Si la légitimité, c'est l'estime de soi, la dignité, c'est le fait de l'imposer. Aujourd'hui, elle nous raconte son parcours, ses galères et sa vision pour un avenir plus juste. Ravi de te recevoir, Nesrine. Merci de m'accueillir. Très content d'être ici aussi. Écoute, ça fait plaisir. Première question signature. Est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec ? Oui, mon plus gros échec, c'est que j'ai raté les concours de Sciences Po 2 fois avant de le réussir. Donc je l'ai passé sortie de bac. J'ai passé Sciences Po, le concours commun de tous les Sciences Po, juste vraiment l'année du bac, je l'ai raté. Je l'ai repassé un an après le concours commun avec une prépa, je l'ai raté. Mais j'ai eu Sciences Po Grenoble. J'ai échoué 2 fois les concours de Sciences Po avant d'en réussir 2 autres. Ok. C'est-à-dire j'ai échoué 2 fois. Ouais. Après, j'ai passé Grenoble, je l'ai eu. Et j'ai passé Paris en master, je l'ai eu. Ok, d'accord. Et tu dirais qu'en quoi cet échec te définit ou a contribué à façonner ta personnalité ? En fait, il est intéressant cet échec parce que j'ai vite compris que souvent les échecs, c'est plutôt la manière dont tu te présentes aux choses plutôt qu'un échec en soi. C'est-à-dire que j'ai raté les concours pas parce que j'étais pas intelligente ou pas parce que j'étais pas légitime. J'ai raté les concours parce que, à l'état actuel des choses, quand je les ratais, j'étais pas prête pour les réussir. C'est-à-dire que j'avais pas intégré tout ce que je suis personnellement et j'avais pas intégré mon milieu social. Parce que justement, moi, je pensais que pour réussir, il fallait un peu se travestir. Là, il fallait un peu changer sa manière de parler, sa culture, etc. C'est un peu ce qu'on nous dit à l'école, en fait. Il y a un peu un moule dans lequel il faut rentrer. Et justement, j'ai forcé un peu le moule. Ça ne me convenait pas. Du coup, c'était inauthentique. Ce n'était pas authentique par rapport à moi. Donc, je pense que ces échecs-là en particulier, parce que c'est des échecs de concours, donc c'est vraiment quelque chose qui marque ta carrière scolaire, si je peux me permettre. Tu vois, surtout quand tu veux faire des grandes écoles. Ça m'a permis de me dire, j'avais pas la bonne approche. Alors après, je veux pas avoir un discours méritocratique en disant, il suffit d'avoir la bonne approche et vous réussissez les grandes écoles. C'est pas ça. C'est plus que vraiment, à titre personnel, ça m'a montré que c'était une question aussi de perception de moi-même. Et c'est aussi là, parce qu'à un moment donné, quand tu rates 2 fois Sciences Po, tu te dis, peut-être que je suis pas faite pour cette école, mais est-ce que ça veut dire que je suis conne ? Tu vois, c'est pas ça le lien. C'est pas le concours qui définit mon intelligence ou mes compétences. C'est il faut que j'accepte que peut-être que je vais pas réussir cette école, mais je réussirai autre chose. Et quand tu le rates 2 fois, est-ce que tu te dis que tu vas continuer à te représenter au concours ? Est-ce que tu vois, si tu l'avais raté 4 fois, tu aurais présenté une 5e fois ? En fait, j'y serais allée tant qu'il y avait la possibilité de se présenter. Il y avait une limite. Je sais plus c'est quoi, mais je sais qu'il y a une limite où tu peux pas t'es présenté autant de fois à tel concours. Mais moi, je me suis dit, tant que j'ai la possibilité de le passer, je le passe. Et pourquoi c'était aussi important pour toi de réussir à Sciences Po ? Parce que tu aurais pu te dire, comme beaucoup de gens, tu sais, je n'ai pas réussi 2 fois, je fais autre chose et peut-être c'est pas fait pour moi. Mais moi, j'étais vraiment très intéressée par le contenu du cursus. Tu vois, je trouve que les matières, c'était hyper intéressant. Moi, j'adore la sociologie, il y a beaucoup de sociologie, il y a de l'histoire, tu sais, c'est un parcours de sciences sociales, en fait. Et moi, je trouve ça passionnant. Et je sais pas, c'était le seul cursus scolaire dans lequel je me voyais. J'ai fait un peu de droit. J'ai fait justement pendant l'année où j'ai raté le concours et il fallait s'inscrire à la fac. J'ai fait 1 an de droit en parallèle de ma prépa. Et franchement, ça me plaisait pas et je me voyais pas faire autre chose que cette école. Mais pas juste. Alors, il y avait évidemment le prestige social que ça implique. On sait que les enfants d'immigrés, quand ils se dirigent vers les grandes écoles, c'est un peu pour la fierté des parents, pour se faire plaisir soi-même et pour se dire, je suis dans un endroit où on m'attend pas. Mais il y avait aussi chez moi vraiment un intérêt pour le cursus. Il y avait vraiment dans ma logique le fait que pour être journaliste, il y a quand même un prestige à passer par Sciences Po et il y a quand même une qualité d'enseignement pour passer par Sciences Po. Donc c'était vraiment quelque chose de l'ordre de ça me plaît intellectuellement, je pense que c'est ma place et j'étais convaincue d'être faite pour l'école. J'avais vraiment ce truc-là de c'est pas grave et c'est hyper important de le dire pour les concours parce que je pense que le système français fonctionne beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de moments marquants dans ton parcours scolaire où tu as des concours en médecine, tu as le barreau pour être avocat, tu as les grandes écoles, tu as les journalistes, etc. Et donc, tu as toujours l'impression que ceux qui ratent, en fait, c'est parce qu'ils n'étaient pas compétents ou pas légitimes ou quoi que ce soit. En général, déjà, c'est parce que forcément, il y a une question d'inégalité des chances, tout simplement. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a de la chance.
En fait, dans un concours, moi, comment tu peux expliquer qu'il y a une année où je l'ai pas et il y a une année où je suis 10e? Tu vois, je n'ai pas été 10e, mais j'invente un truc qui me glorifie un peu. Mais tu vois, comment tu expliques qu'il y a une année où je l'ai pas et l'autre année au-delà? Ça suffit pas de dire il y a que le travail. Non, c'est parce que quand j'ai passé le concours ce jour-là, le sujet me plaisait, je l'avais travaillé, je le connaissais par cœur, donc c'est une conjonction de je suis prête, le sujet est bien, et puis voilà, et puis je l'ai. Tu vois, c'est pas juste un truc de j'ai travaillé comme une folle et puis j'y suis arrivée. Parce que même si je l'avais raté, ça remettait pas en cause le travail que j'avais effectué pour le faire, quoi. Donc c'est une autre approche du concours. Ouais, mais tu dis ça aujourd'hui, mais est-ce que sur le moment, tu te serais dit Ouais. ça? Ah ouais? Je pense que d'ailleurs, c'est cette mentalité-là qui m'a permis d'avoir Sciences Po Paris, par exemple. Parce que Sciences Po Paris, c'est le concours le plus compliqué de tous les Sciences Po, et je l'ai eu en master. Et je l'ai eu sans prépa. C'est-à-dire, je l'ai préparé toute seule. À l'époque, maintenant, c'est un peu plus simplifié, et tant mieux, tu vois. Mais c'était une note de synthèse, c'est une espèce de... En gros, tu dois lire 40 pages en 4 heures et tu dois en faire une dissertation. Donc, c'est un travail très, très intellectuel dans le sens où il faut avoir une pensée synthétique, tu vois. Et ça, je l'ai travaillé toute seule. Et j'ai vite compris que si je l'ai eu, c'est parce que je suis tombée... Le sujet de mon concours de Sciences Po Paris, c'était la crise des réfugiés, la crise migratoire en Europe. Donc c'était en 2016, il me semble, donc en pleine crise des réfugiés syriens, etc. C'est un sujet qui me passionnait. Pour les questions de racisme, d'immigration, c'est un sujet qui me passionnait. Donc c'était un sujet que, même sans le concours, je regardais les infos, tu vois, je me renseignais là-dessus, je lisais la presse, et il se trouve que c'est mon sujet de concours. Donc en fait, c'est un mélange de plein de circonstances. OK, ce sujet me parle, j'ai les codes, j'ai les connaissances, ça me touche personnellement parce que je suis une immigrée, tu vois. Et donc, du coup, je peux y mettre aussi du mien, je peux y mettre de mon analyse perso avec un truc un peu contre-courant. Mais si je te raconte une anecdote, parce que je sais pas si je la raconte pas souvent celle-ci, mais... Et on veut de l'exclu, là. Non, mais c'est pas une excuse de fou parce qu'on dirait que je te vends. Mais pour l'histoire, je passe le concours de Sciences Po Paris. Et donc, en gros, cet exercice-là, c'est 16 points pour la dissertation et 4 points pour des questions. Il y a des questions en bas d'un document où tu dois répondre. Et moi, je suis tellement dans ma dissertation que je ne vois pas le temps passer. Et je ne fais pas les 4 questions. Les deux questions à 4 points. Donc, je sors du concours, en ayant fait que la dissertation, je sors et je pleure dans le RER. C'est une des premières fois que je prends le RER à Paris. Tu vois, les concours de Sciences Po, il faut se rendre compte, sur toute Paris, on est dans des immenses hangars. Et on est un numéro. On a un numéro sur 1000 candidats, tu vois. Je sors dans le RER et je pleure. Je dis, mais je l'aurai jamais parce que c'est 4 points et tout. Enfin, c'est fou. Tu imagines, tu t'es noté sur 16 du coup. Je dis, mais je l'aurai jamais, c'est impossible avec 1000 personnes, etc. En plus, je passais le journalisme, qui est un truc encore plus sélectif. On est très, très peu à l'avoir, le master journalisme. Donc, je pleure et tout. Et moi, je rentre à Grenoble, à Sciences Po Grenoble, et je me dis, bon, j'ai raté Paris, quoi, tu vois. Et quelques temps plus tard, je me connecte pour avoir ma note et j'ai eu 16. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu 16 sur 16 à la dissertation et les 4 points, je les ai pas eus. Et ça m'a... Tu sais, quand t'es prise par un sujet qui te passionne, moi, c'est ça la leçon que ça m'a apporté. C'est qu'en fait, je me suis auto-dévaluée en me disant, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Ouais, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait bien. Tu vois, c'était ça ma leçon quand j'ai vu le résultat. C'est oui, effectivement, des choses dans la vie que tu rates, que tu fais pas bien ou t'es moins bon. Mais par contre, il y a des choses, quand tu les fais bien, ça marche. Tu vois, c'est ça, moi, que ça m'a appris. C'est que un sujet qui me passionnait, une période donnée qui était une chance pour moi, tu vois, qui a fait que j'ai eu le concours. Et ça m'a changé la perception des concours en France, où j'avais toujours l'impression que c'était une logique punitive. Tu vois, c'était vraiment, on punit si t'es bon ou pas, si t'es assez bon ou pas assez bon. Et je l'ai accepté comme un truc assez aléatoire, un truc inégal en soi, comme on l'a dit, l'égalité des chances, un truc assez aléatoire sur le sujet et un truc aussi aléatoire sur ma capacité moi intellectuelle. Il y a des jours où on est beaucoup plus compétent que d'autres. Il y a des jours où tu me demandes de faire une dissertation sur l'immigration et je te dis, mais je peux pas, je suis saturé, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que là, du coup, en te présentant, tu as mis plein de mots-clés, tu vois, qui traduisent ton engagement. Et ça vient d'où? Est-ce que tu peux l'expliquer de manière rationnelle ou est-ce que tu as eu plusieurs éléments marquants qui ont fait que tu étais engagé? Enfin, comment c'est né, tu dirais, cet engagement? Moi, je pense que ça m'a été transmis par ma mère, en fait. Genre, je crois que je suis née engagée, parce que juste pour mon histoire personnelle, je suis née au Maroc dans les années 90, en 94, dans une famille qui n'attendait pas vraiment une petite fille en premier. Je suis la seule fille de ma grand-mère à cet endroit-là, la seule petite enfant. Je suis une fille et c'était très mal vu parce que milieu populaire et on voulait un garçon pour amener l'argent, etc. Donc, je suis pas super bien accueillie. Ma mère a quitté la France pour aller s'installer au Maroc pour m'avoir. Et je suis pas assez bien accueillie. Donc, on rentre avec son titre de séjour en France. Et moi, je reçois une OQTF 7 ou 8 mois après mon arrivée parce que tutelle parentale paternelle. Donc, je dois retourner au Maroc. Et ma mère se bat au tribunal pour que je reste. Donc, j'ai toujours eu un peu ce truc-là de...
se battre pour rester, se battre pour sa place. Je l'ai vu, en fait, j'ai vu ma mère se battre, mais en plus même avec une logique féministe, tu vois. Ma fille va rester dans ce pays, ma fille va avoir accès à l'éducation et ma fille va faire des choses parce que c'est une fille, tu vois. Je pense qu'elle m'a transmis ça un peu par sa colère, par son investissement, etc. Et puis je pense qu'il y a plusieurs moments marquants comme ça dans ma vie. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est ça, en fait. C'est que d'abord, ça part un peu de soi. Et on se rend compte que le monde est injuste et on a envie de s'engager contre ça. Mais un des moments qui a été aussi très marquant, mais vraiment pour la partie journaliste, le moment où je me dis je vais devenir journaliste, c'est la mort de Ziad Ebouna en 2005. Donc, mort dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois après avoir voulu échapper à un contrôle de police pendant le ramadan en plus. Et donc moi, je suis en 6e et on commence à analyser les médias. Tu sais, à un moment donné, à l'école, on te fait regarder les JT, on te fait lire la presse pour essayer pour essayer de te familiariser en fait au discours médiatique. Et c'est le moment où on parle de nous comme les racailles, les banlieues carchérisées. J'ai tout ce vocabulaire qui est horrible. Dans la presse Dans la presse, dans la télé, tu vois. Et il y a ce vocabulaire-là qui est horrible. Il y a des punchlines qui sortent. On parle de zones de non-droit. C'est tout le moment du discours sur la banlieue. Et moi, je vois bien qu'en fait, on est en train de minimiser une violence policière, en fait, de dire on parle d'une situation de discrimination, en fait. Parce que là, tu es en 6e, 5e. Je suis en 6e, 5e. Et déjà, à cette époque... ouais, mais je pense que ça a créé ça. Ouais. Ben, je pense que ça a créé... Je pense qu'il n'y a rien de vraiment très personnel. Je pense que ça a créé ça pour toute la génération que j'appelle Ziad Ebouna. En plus, on arrive bientôt aux 20 ans, du coup, parce que c'était en 2005, en novembre, il me semble. Non, en octobre, pardon. En octobre 2005. Et c'est les révoltes qui ont duré jusqu'à novembre, pardon. Et donc non, moi je pense que je suis pas née avec cette conscience-là. C'est plus que, en fait, on arrive dans le champ médiatique, la banlieue, les enfants d'immigrés arrivent dans le champ médiatique avec cette problématique-là de Ziad Ebouna et les émeutes et la banlieue carchérisée et le New York Times qui fait des unes sur les no-go zones en France. Enfin, tu vois, je pense que ça a conscientisé un peu toute ma génération. Et puis du coup, on se posait des questions et c'est le moment où nous, on monte avec la MJC, donc les Maisons de la Culture et de la Jeunesse, qui ont été un peu nos assistantes sociales dans les quartiers. Et on monte un journal local, tu vois, où on dit on va raconter ce que c'est nos vies de quartier, quoi. Et en plus, moi, c'est pas une cité, tu vois, de banlieue lyonnaise ou de banlieue parisienne, c'est une cité d'une petite ville de campagne de 10 000 habitants. Donc c'est une cité dans un lieu déjà à l'écart, tu vois. Et du coup, tu ressens ce décalage où tu sens que tu fais partie d'un milieu populaire quand tu es petite. Ouais. Pourquoi ? Parce que... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Mais en général, quand tu vis parmi des gens qui sont dans le même milieu que toi, tu t'en aperçois pas. Justement, c'est ça que c'est intéressant, c'est que moi, dans mon quartier, je vivais qu'avec des immigrés nord-africains, des maghrébins au sens large, tu vois, Maroc, Algérie, Tunisie. Par exemple, il n'y avait pas d'immigration noire subsaharienne. Okay. Enfin, subsaharienne, je sais, ça ne veut rien dire, parce qu'on a des noirs aussi en... Il va falloir qu'un jour on trouve un mot pour parler de ça, tu vois. Compris, ouais. Mais tu vois. Mais il n'y avait pas d'immigration autre que nord-africaine, tu vois. Et donc, oui, dans mon quartier, j'étais avec les miens, si ça a du sens. Mais vu que je viens d'une petite ville de campagne, au lycée, il y avait une mixité sociale. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Je pense de ma condition sociale, c'est le fait d'avoir été dans une école mixte. C'est-à-dire que moi, et je le dis, je sais que c'est horrible quand je le dis, parce qu'on dirait que ça sonne cliché. Tu sais, ça sonne un peu comme un mauvais film français. Mais ma meilleure amie, quand j'étais ado, quand j'étais au collège, c'était une châtelaine. Elle avait un château et des chevaux. Okay. Et donc moi, les mercredis, et je sais que ça peut paraître tellement cliché comme je dis, parce qu'on dirait vraiment, tu sais, la banlieusarde qui va être sauvée par une aristo, alors que pas du tout. En plus, elle était tellement géniale, Clémence, ça s'appelle Clémence. Et donc vraiment, le mercredi, moi, à la sortie de nos cours, tu sais, le matin, j'allais chez Clémence, on faisait nos devoirs ensemble, et tu vois, j'avais déjà accès un peu à ma cité HLM. Parce que le Sud, c'est très particulier. En plus, surtout le Vaucluse, tu vois, c'est un peu au-dessus de Marseille, c'est un peu Jacquemus, tu vois, un peu genre lavande, tournesol, etc. Et en même temps, c'est une histoire d'immigration très dure, parce que c'est les usines, c'est l'agriculture, tu vois, c'est toute la main-d'œuvre nord-africaine et africaine pour Marseille qui est arrivée, tu vois, par là. Et un racisme un peu latent, et ce choc, en fait, social. Il y a des cités HLM, mais il y a aussi des châteaux. Tu vois, mais sur un rayon de 10 km. Tu vois, genre, enfin, j'abuse pas, c'est pas 10 km, mais tu m'as compris, quoi, c'est très resserré. Et on appelle ça le triangle d'or du Vaucluse, tu vois, c'est des apparts extrêmement chers, des maisons très très chères, et nous, on était en marge de tout ça. Okay. C'est-à-dire qu'on avait accès, on voyait tout ça, mais on était dans nos quartiers populaires. Donc c'est pour ça que oui, j'avais l'impression d'être enfermée dans ma cité, mais puisqu'il y avait une mixité sociale à l'école, tu te rendais compte. Je me rendais compte aussi de ce que j'étais. Que j'avais pas les mêmes... Par exemple, quand j'allais chez mes amis... qu'elles soient dans des châteaux ou pas, je voyais qu'on mangeait pas pareil. Je voyais moi, chez ma grand-mère, j'ai toujours mangé avec les doigts, par exemple.
Et je mange encore avec les doigts parce que c'est trop pratique en fait. Et en plus, Jimmy Mohamed, le médecin, il a dit que c'était bon pour la santé. Donc moi, ouais, si okay, Jimmy Mohamed, c'est bon, c'est validé. Si Jimmy Mohamed dit que c'est bon pour la santé, je l'écoute. Mais en tout cas, oui, j'ai très tôt, mais ça, c'est la force de ma mère aussi et de son métier, parce que ma mère est femme de ménage. Enfin, elle l'est plus, mais elle l'était avant. Et donc, elle était aussi gouvernante d'hôtels de luxe. Et du coup, elle m'a toujours fait naviguer entre le quartier HLM et des milieux plus aisés où elle allait travailler, parce qu'elle m'amenait toujours avec elle. Donc elle allait toujours dans les maisons qu'elle nettoyait, tu vois, avec des fils d'ambassadeurs, des fils d'avocats. Et ma mère en plus elle est très curieuse des gens et des débats, tu vois. Et donc je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu ce parcours scolaire notamment, tu vois. C'est sûr. C'est que j'ai toujours, et c'est une chance. Et c'est pour ça que j'ai conscience que c'est une chance. C'est-à-dire si effectivement dans mon quartier, j'étais par exemple en ZEP et que j'avais pas accès à une mixité sociale, que je voyais pas autre chose que ma condition, mais je pense pas que j'aurais pu faire ni Sciences Po ni quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai conscience que ma chance à moi, ça a été la mixité sociale à l'école. Et et je suis peut-être même l'exemple, s'il en faut un, que c'est ce qui marche. Ah, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, j'ai vécu la même chose. Dans le sens où moi j'ai vécu en banlieue, mais du coup dans le 93, donc banlieue, cité. Du coup, comme quand tu es en primaire, t'es, comme tu disais, t'es entouré de gens qui te ressemblent et qui viennent du... J'en vais tout en direct. T'as le droit de tousser. Hein, non, parce que j'ai envoyé de travers. Tousser. Et comme tu vis avec des gens qui sont du même milieu social que toi, tu vois, tu te rends pas compte. Enfin, moi, je pensais que, tu vois, quand j'étais petit, je pensais que j'étais riche, tu vois. Et en fait... Mais c'est ça. En 6e, je viens sur Paris. Ma mère décide qu'on viendrait sur Paris parce que les études sont meilleures, etc. Et là, je me rends compte que je suis méga pauvre, déjà, pour commencer. Et ensuite, que les gens ne me ressemblent pas, mais en termes de milieu populaire, en termes de tout. Enfin, du coup, j'ai un énorme décalage. Et je remarque tellement de choses déjà, les apparts, ils sont immenses, apparts haussmanniens, etc. Profession des parents, aucun rapport. Qu'est-ce qui m'avait marqué? Mais plein de trucs. Et surtout, le truc qui m'a le plus frappé, c'est la projection et les métiers que les gens veulent faire. Ouais. Et en fait, déjà, je me souviens, en 6e, 5e, les potes disaient, moi, je vais faire avocat, moi, je serai dans la finance, moi, je vais être docteur. Alors que quand j'étais à Bobigny, les gens voulaient être pompiers, voulaient ouvrir un salon de coiffure. Enfin, c'était pas du tout les mêmes rêves. Et du coup, tu te mettais des plafonds mentaux, tu vois. C'est ça qui m'avait frappé. Et donc, pour rebondir sur ce que tu dis... Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, quand j'ai grandi, je me suis pas sentie pauvre. Mais parce que aussi... Pour nous, la pauvreté, c'est de ne pas avoir accès à un toit, à manger. Enfin, tu vois, c'est-à-dire moi, en tout cas, pour ma condition à moi, je sais que pour d'autres personnes, ça a été plus compliqué. J'avais à manger, j'étais bien habillée, j'avais une chambre. Tu vois, donc pour moi, c'était déjà le gigaluxe, tu vois. Et puis j'avais mes potes, je descendais de ma tour HLM, j'avais mes potes en bas pour jouer. Pour moi, c'était déjà, enfin, tu vois, quand t'es enfant, tu te poses pas la question de cette hiérarchie sociale. Et tu sais, moi, c'est pareil que toi, j'ai découvert que j'étais pauvre quand je suis allée à Sciences Po. Et notamment un exemple qui m'a traumatisée, parce que moi, pour faire mes études, alors c'est ça aussi toute la narration qui est importante à faire quand on vient de la France dite périphérique, c'est que pour faire nos études, on est obligé de partir. Et c'est un coût de payer un loyer. Tu vois, moi, je faisais le parallèle avec mes copines de Sciences Po qui étaient dans le 93, qui avaient la chance, entre guillemets, parce que je sais que c'est terrible les transports en commun, donc c'est pour ça que je mets des guillemets, de pouvoir dormir chez leurs parents, donc du coup faire un petit peu d'économie avec la bourse, etc. Mais pour nous, partir, ça voulait dire un loyer forcément de 600 € dans une grande ville, minimum, tu vois, et on parle d'un mini-studio pour étudiants. Donc ça veut dire que tes parents doivent travailler plus pour que tu puisses... Parce qu'en plus, alors moi, c'est... Le pompon, c'est que moi, je suis fille unique, donc t'as pas d'aide sociale. Moi, j'étais boursière et selon 0. C'est-à-dire, j'avais juste le statut. Tu vois, genre juste, elle est pauvre. Pour moi, boursière et selon 0, c'est juste pour te dire, ok, elle est pauvre, mais on lui donne rien. Tu vois, c'est vraiment, t'as accès à rien. T'as 150 € de CAF, je crois, un truc comme ça à l'époque. Et donc, pour nous, partir, voilà, ça veut dire payer un loyer supplémentaire. J'arrive à Sciences Po Grenoble. Mes parents me payent mon loyer. Je fais, tu sais, tous les métiers qu'on m'a fait à côté pour mes études. J'ai vendu de la viande, j'ai été animatrice BAFA, caissière, j'ai tout fait et tout ça. Et ça a été très formateur, ces métiers-là. Et surtout, je pense à tous ceux qui doivent le faire encore aujourd'hui, qui sont tellement maltraités. Et donc, bref, j'arrive à Sciences Po. Et donc, moi, j'ai en tête mon loyer où on est 3 à le payer, tu vois, à faire en sorte que ça marche. Je vais à une soirée étudiante, pareil, à Parc Haussmannien à Grenoble, tu vois. Et le mec me dit, non mais j'étais hallucinant, il me dit, mon père il trouvait que c'était inutile de payer un loyer, du coup il a acheté l'appart, quoi, c'est beaucoup plus simple. Ah ouais. Et moi je dis quoi? Il me dit ouais, oui, il s'est dit que je vais pas dire même si ses parents, mais ils étaient très très riches, tu vois. Je dis ouais, oui, on s'est dit que j'allais passer au moins 3 ans de mes études ici, parce que c'est au moins la licence, tu vois, si tu veux partir en master après ailleurs, mais je vais passer 3 ans de mes années ici plutôt que de lâcher un loyer, autant acheter l'appart. C'est dingue, ouais. Et moi, je me suis dit, waouh, différence de réalité sociale, quoi. Ouais.
La différence. J'ai une anecdote par rapport à ça. Donc moi, j'avais une amie à Dauphine. À un moment, on discutait, j'étais avec un autre pote, et on disait, oui, bah Paris, putain, c'est hors de prix. Faut au minimum 1 million pour avoir un appart de 100 mètres carrés, donc un appart d'une grande surface quand même. On dit c'est hors de prix. Elle fait, mais 1 million, c'est rien. Moi, je les trouve demain, les millions. Alors vraiment, et tu sais, nous, on était là, on se regardait, on s'est dit, mais comment ça, 1 million, c'est rien? Genre, dans quelle réalité tu vis pour dire ça, tu vois? Bref. Donc, nous, on nourrit toutes nos familles, hein, Ouais. de France et d'Afrique. Genre vraiment, avec 1 million, on met tout le monde à la retraite. Ah, de ouf, de ouf. Non, mais c'est ça, c'est une différence de perception de l'argent, du patrimoine Mais ouais, moi que j'ai découvert, que j'avais pas conscience quand j'étais plus jeune. Parce qu'encore une fois, quand t'es petit, que tu fais des activités et que tu vois, t'as une vie plutôt, ouais, normale, quoi. Tu t'as pas conscience, toi, de ce que ça veut dire être riche, être pauvre. Tu t'en fous. Surtout que nous, on avait la chance de partir en vacances. Bon, on partait au bled, mais quand même, on partait en vacances. Tu vois, j'étais pas. Encore une fois, c'est parce que j'étais quand même dans notre échelle de pauvreté. On était quand même, on n'était pas SDF, quoi. On n'était pas au Resto du Cœur. Il y a des conditions beaucoup plus précaires, quoi. Donc, on se compare toujours aux plus précaires que soi, tu vois. On n'imagine pas qu'il y a des gens qui sont le triple plus riches que nous. Tu vois, ça, c'est marrant parce que ça, tu l'as quand t'es pauvre, mais aussi quand t'es riche. Il y a, ouais. Ah oui, il y a une auteur étude qui est sortie maintenant. Il y a une étude qui est sortie là-dessus, Ouais. qui dit quoi? Je sais plus c'est quoi, une étude qui a été menée pour montrer que si tu donnes, c'était un truc de Monopoly, je crois. Ok. En gros, ils ont fait commencer 2 personnes au Monopoly avec des inégalités. Un, il avait déjà un patrimoine et l'autre non. Et ils ont vu que celui qui avait un patrimoine oubliait progressivement qu'il avait été avantagé. Et donc, du coup, il a tendance à, justifier ses mérites en disant, c'est parce que je suis travailleur, c'est parce que je suis stratège. Ah ouais, ok. Tu d'accord. vois? Ouais, ok. Non, moi, c'est plutôt de dire que il y a une punchline d'un rappeur qui dit le million, c'est le SMIC des riches. Ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, c'est que dès C'est que vrai. tu deviens, c'est Dinos au passage, et dès que tu deviens, je sais pas, millionnaire, en fait, tu commences à te comparer aux gens qui sont plus riches que toi. Et donc, tu te compares toujours à ce qui est au-dessus. Donc, C'est ça. Et sauf quand t'es pauvre et que tu sais pas ce qu'il y a au-dessus, c'est plus compliqué de te comparer. Et donc, dans ton engagement, tu parles beaucoup de féminisme. Ouais. Ça, pareil, ça vient d'où cet engagement féministe? Ben, je pense que c'est vraiment ce truc-là d'être née femme, d'être née fille en tout cas, dans un environnement qui ne voulait pas d'une petite fille. Je pense que c'est structurel chez moi. Et je pense qu'il y a ma mère qui m'a, tu sais, j'ai l'impression d'avoir sa voix tout le temps dans ma tête, de me dire montre-leur que tu es une fille et montre-leur que tu es capable de faire de grandes choses parce que tu es une fille. Tu vois, il y avait un truc de prendre sa revanche sur cette condition qu'on a jugée inférieure. Et c'est tellement absurde de juger que la moitié de l'humanité est inférieure à une autre, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il y a vraiment juste quelque chose de l'ordre de l'inné, tu vois, mais de transmise par ma mère, par le contexte familial dans lequel j'ai grandi. C'est quand même assez fort, tu vois, d'être rejeté pour ton genre quand t'es enfant. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, tu vois, dans toutes les communautés. Pendant longtemps, c'était un peu, on veut le petit roi, quoi, d'abord. Ça commence à changer un peu, mais quand il y avait en tout cas le poids financier pesé sur l'homme, c'était comme ça que c'était calculé. Donc je pense que ça a été tellement structurel pour moi, cette condition de je suis, tu vois, il y a Simone de Beauvoir qui dit on ne naît pas fille, on le devient. Je suis d'accord avec elle, mais ma particularité personnellement, c'est que je suis devenue une fille avant d'être venue au monde. C'est-à-dire qu'on m'a rejetée avant d'être là, tu vois. Et puis ma mère, elle a un truc de... Ma mère, c'est marrant parce qu'elle a fait plein de choix féministes, mais elle te dira jamais que c'est féministe. Tu vois, faire le choix. Donc imagine, tu es une femme mariée en 1994. Tu es mariée avec un Marocain, donc mon père. Tu as une fille là-bas. Et tu te dis, je vais faire le parcours migratoire, je vais aller travailler en France. Toute seule? Toute seule. Enfin, rejoindre ma grand-mère et mon grand-père étaient déjà là, tu vois, parce qu'elle a fait ma mère, en gros... Ah, bien sûr, mais du coup, elle a laissé En gros, ton père. mon grand-père a migré en France dans les années 70. Fait partie de la vague qui a rejoint le BTP dans le sud de la France. Donc il vient, il fait venir ma grand-mère et les enfants 2-3 ans après. Et ensuite, ma mère tombe amoureuse de mon père en vacances au Maroc. Et donc du coup, elle reste. Et ta mère née en France, du coup? Non, elle est venue très jeune. Elle est venue, je crois, 3-4 ans. Ouais, ok. Donc mais elle a fait sa scolarité Ouais. en France, tu vois, jusqu'au lycée, etc. Et donc après, elle part au Maroc, elle tombe amoureuse de mon père, elle décide de rester là-bas. Et tu vois, l'acte féministe pour moi, c'est de se dire, je vais repartir avec mon titre de séjour et ma fille pour qu'elle ait des études là-bas, et c'est moi qui vais faire le groupement familial. Alors normalement, c'était les hommes. Tu vois, et elle te dira jamais c'est un acte féministe, mais pour moi, c'est éminemment féministe de décider que ta fille, bah, tu veux qu'elle ait accès à... Parce que ma condition sociale au Maroc faisait en sorte que je n'allais pas faire de... franchement, c'est vraiment un milieu très populaire, tu vois. Vraiment, vraiment un milieu très, très populaire. Quartier populaire de Fès, etc. Et je suis très fière de cette identité-là, mais je vois pourquoi ma mère a vu que j'allais pas pouvoir créer ce que je pourrais créer ici avec de l'éducation, etc. Parce que maintenant, ça a changé au Maroc. Maintenant, il y a plus d'égalité. Enfin, en tout cas, l'école est beaucoup plus développée, etc. Mais à son époque, je vois le calcul qu'elle a fait. Et pour moi, ça, c'est un acte fondateur, tu vois.
C'est un acte fondateur de dire je prends ma fille, je l'amène en France et depuis que je suis petite, c'est les études. Les études, les études, les études. Enfin, vraiment, depuis que j'ai 3-4 ans, c'est la phrase que j'entends tout le temps. Après, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais les études, tu vois. Et donc, je pense que c'est ça le féminisme. En fait, tu sais, maintenant, on est post-MeToo et tout, donc il y a beaucoup de choses qui sont parfois mal comprises. Moi, je suis d'accord avec tous les combats, mais il y a aussi, tu sais, on appelle ça l'agentivité, c'est-à-dire ce que les femmes font dans la vie de tous les jours, qui est du féminisme, sans dire c'est féministe, tu vois. Et ben, nos mères, ce qu'elles ont fait pour nous pousser à être éduqués, à aller à l'école, à faire de longues études, surtout quand on est issu de l'immigration, c'est profondément féministe. Parce que c'est ma fille, je veux pas que tu te retrouves comme moi, avec comme seule opportunité financière de t'en sortir le mariage. Je veux que tu sois d'abord une personne en tant que telle, je veux que tu réalises tes rêves, je veux que tu voyages. Moi, c'est fou, tu vois. Je trouvais ça tellement beau, ma génération, on est les enfants de femmes qui ont fait des métiers très précaires. Tu vois, en général, c'est les mêmes métiers. Femmes de ménage, caissière, assistante sociale, infirmière, tu vois, c'est les mêmes métiers. Et ces femmes-là qui ont été restreintes socialement, restreintes par leurs conditions, peut-être par des mariages qui sont arrivés trop tôt, même si elles sont... Ma mère, par exemple, elle est folle amoureuse, mais elle te dira quand même que le mariage est arrivé un peu trop tôt dans sa vie, tu vois. Eh ben, elles nous ont quand même éduquées. Regarde comment elles ont éduqué leurs filles en disant mais voyage, mais étudie, mais machin. Et donc, du coup, tu as toute ma génération, les trentenaires, on a fait le tour du monde, alors qu'on est des enfants d'immigrés. Tu vois, on a fait le tour du monde, on a fait des études, je trouve ça beaucoup plus significatif du féminisme que n'importe quel autre discours. Et pourquoi ces gens-là, ils se qualifient pas de féministes? Parce que ça a été longtemps. Si on revenait sur l'histoire du féminisme. Moi, tu vois, c'est un truc que je me suis beaucoup posé à l'adolescence parce que je disais que j'étais féministe. Moi, à l'ado, je dis je suis féministe et tout. On me dit mais non, mais c'est un truc de blanc, ça. C'est un truc de blanche. Toi, t'es pas féministe. T'es une maghrébine de banlieue. Pourquoi tu dis que t'es féministe? Bah, parce que je suis pour l'égalité homme-femme. Et je suis une femme, tu sais, genre, bah oui, moi aussi. Non, c'est pour les autres. Puis tu sais, il y avait un peu cette image-là de, oui, bah, c'est celles qui veulent montrer leur sein à la télé, celles qui veulent porter des mini-jupes, etc. Et moi, c'est pas la vision que j'avais du féminisme. Moi, j'étais vraiment, au début, le féminisme, pour moi, c'était juste l'accès à l'école. Vraiment, j'étais convaincue qu'être féministe, c'était, ouais, je suis une bonne élève, du coup, je suis féministe. Tu vois, il y avait un truc un peu comme ça. Et c'est après où j'ai déconstruit, je dis, mais non, en fait. Et en plus, moi, je suis féministe vénère depuis toujours. Tu sais, genre, tu pourrais croire que c'est les réseaux sociaux qui m'ont radicalisé dans mon féminisme, mais moi, vraiment, à la cour de récré, j'étais la relou qui allait voir les mecs en leur disant stop de jouer au foot, on veut jouer au foot. Ah ouais, même si je n'avais aucune compétence au foot. Ouais, mais du coup, c'est vraiment le truc de juste. C'est un truc que t'as depuis toujours, quoi. C'est ça qui est impressionnant, en fait. C'est ça. Mais je pense que c'est ma mère. Parce qu'on se fait pas tout seul, tu vois. C'est pas genre, j'ai pas de mérite personnel, tu vois. Oui, mais t'avais plus de sensibilité que d'autres. Ouais, sur ce sujet-là. Parce que j'ai conscience de ce que ça veut dire être une fille. J'ai conscience que ça conditionne ta naissance, ta vision du monde et tout ça, tu vois. Et c'est surtout que moi, je comprenais pas pourquoi j'étais traitée différemment qu'un mec. Il y avait un truc que je comprends. Alors, le truc qui m'a le plus saoulée dans ma vie, vraiment, c'est quand on avait les repas de famille et que les filles se levaient pour débarrasser et que les mecs bougeaient pas. Et moi, je dis, mais non, mais pourquoi? Et en plus, moi, j'ai eu un truc revendicatif pendant longtemps, j'ai pas fait la vaisselle. Et c'était mon acte, vraiment, ma première manifestation féministe, c'était de pas faire la vaisselle. Alors, ça pouvait paraître irrespectueux, impoli, tout ce que tu veux, mais c'est dans les repas de famille, je touchais pas la vaisselle. Je m'asseyais avec les mecs sur le canapé, ils regardaient du foot, et ben, je bougeais pas. J'avais pas envie. J'aimais pas, en fait, la manière dont les rôles étaient hiérarchisés, positionnés, etc. Non, soit on se lève tous ensemble faire la vaisselle, soit elle reste sur la table, et c'est tout, tu vois. Et je pense que mais ça, c'est... Je pense que c'est à la fois ma mère, c'est parce que je pense aussi que j'ai un truc dans ma personnalité qui est très imposant, tu vois, depuis que je suis petite. Et c'est le fait d'être fille unique, je pense que ça conditionne aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu personne ni pour m'étouffer, ni pour me pousser. J'ai pas de frères et sœurs. Donc, tu sais, c'est bizarre. J'ai eu l'éducation d'un mec et d'une meuf à la fois parce que mes parents savaient pas quoi faire de moi, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aussi permis d'être comme ça. Si j'avais eu un grand frère, peut-être qu'il m'aurait éduqué autrement, peut-être qu'une grande sœur ça serait passé autrement, peut-être qu'un petit frère, une petite sœur ça aurait donné un autre, tu vois, sans essayer de coller des trucs racistes, il m'aurait empêché ou pas. C'est pas ça. C'est que moi en fait j'étais le brouillon et j'étais j'allais dire l'œuvre finale, mais c'est un peu ça, tu vois. J'étais le premier enfant et le dernier enfant. Et pourquoi du coup t'as toujours voulu faire du journalisme? Ben justement parce que c'était ce traitement que je supportais pas des enfants d'immigrés, le fait qu'on n'ait pas accès à la parole. Tu sais, moi je suis la génération, t'es la même génération que moi. Où le premier... je suis en 95, hein. Attention, c'est pas une génération. Il y a un an d'écart. J'ai pas 30 ans encore. Ok, tu vas y arriver. On les esquivera pas. Personne n'esquive les 30 ans. Mais c'est un bel âge, je trouve. Mais moi, je suis de la génération, donc comme la tienne, qui a le premier immigré que j'ai vu à la télé, c'est Jamel Debbouze. La première fois que je m'identifie à quelqu'un, d'ailleurs, c'est très marrant, je lui avais écrit une lettre, que j'ai encore, où je lui dis merci de dire qu'on n'est que des bandes de potes et pas des voyous. T'imagines? À 11 ans, t'écris à Jamel Debbouze cette phrase-là pour te dire ce que t'as intériorisé de toi-même. Moi, je trouve que c'était le reflet assez fou. Et maintenant, quand je vais
Et cette lettre, tu essaies de l'envoyer ou pas? Non, C'est juste pour toi? ouais, elle est chez moi. Peut-être qu'on a essayé que ça n'a pas marché, je sais pas, mais ma mère l'a encore en souvenir. Waouh. Mais c'est fou parce que c'est pas juste moi qui ai conscience de ma condition. Quand je vais, tu vois, j'interviens beaucoup bon, là, un peu moins parce que j'ai moins de temps, mais j'intervenais beaucoup dans les écoles de banlieue parisienne notamment. Et on faisait des exercices d'écriture sur mon premier livre, la légitimité, tout ça. Ben oui, en fait, en banlieue, à 10-11 ans, les gens ont conscience, sont conscients de qui ils sont, de ce qu'ils représentent et de leur empêchement. C'est fou de se rendre. Parce que moi, quand je vois ça, quand je lis ma lettre, tu vois, ouais, on n'est pas des bandes de voyous, on est juste une bande d'amis. Je me dis, mais wesh, mais À 11 ans, ouais. ouais. Moi, J'ai fait un mélange de wa et de wesh. Ouais. J'ai fait wash. J'ai inventé un nouveau mot. J'ai fait wa. J'ai fait waouh, c'est ça être transfus de classe. J'ai fait waouh. Pourquoi à cet âge-là j'écris ça, tu vois? Et maintenant, quand j'interviens dans les écoles, je me rends compte que les jeunes, oui, ont conscience de ça. Donc regarde comment ça arrive très très tôt dans notre construction sociale. Dans notre socialisation, en fait, ce rapport-là de nous sommes des enfants d'immigrés, des banlieusards, des gens empêchés, des gens conditionnés, tu vois. Et le journalisme, du coup? Mais journaliste, c'est ça. C'est que je vois pas de représentation à la télé. J'ai dit, le seul maghrébin dont je me rappelle, c'est Jamel Debbouze et les chanteuses de R&B. Tu vois, moi, j'écoutais Amel Bent ou Allen et tout ça qui m'a apporté, tu sais, un espèce d'identification essentielle, tu vois. Mais quand tu étais jeune, du coup, est-ce que tu avais besoin de cette identification? Parce que tu vois, en fait, moi, je me suis aperçu tard que l'identification, c'était important. Parce que, en fait, moi, j'étais petit, je regardais, je sais pas, je m'identifiais à Naruto, tu vois. Oui, Je regardais les mangas, je m'identifiais à Naruto, je regardais Batman, je m'identifiais à lui. Et du coup, j'ai pris conscience, mais assez tard, que, en fait, l'identification, c'est important parce que, comme tu disais, t'as pas forcément ces représentations, donc tu te poses pas forcément ces questions. Et donc, en fait, tu vis ta vie, tu vois les trucs, tu les prends comme elles sont et tu t'identifies, tu vois, à des super-héros ou même à des films, tu vois. Donc, toi, comment tu vois ça? Moi, ça arrive à l'adolescence. Je pense que c'est comme je t'ai dit, le basculement, c'est Ziad et Bouna, c'est le moment où les quartiers populaires deviennent un sujet médiatique, tu vois. Parce que je me dis, mais moi aussi, je vis dans un quartier, je regarde juste autour de moi, je dis, ouais, moi aussi, je vis dans des HLM, tu vois. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi, sur quand on est jeune, on s'identifie un peu à ce qu'on peut. Moi, vivre la culture américaine et même afro-américaine, tu vois, les séries, je regardais, tu vois, Phénomène Raven, les trucs comme ça. Ou même High School Musical, moi, Gabriella. En fait, moi, l'avantage, c'est que les latinas et les maghrébines, des fois, on sait pas trop. Tu vois, il y a un truc de bon. Est-ce qu'on sait pas trop si tu es colombienne ou marocaine? Tu vois, ça abuse un peu, mais il y a un peu ce truc-là. Donc nous, Gabriella, pour les maghrébines, enfin, je trouve, Gabriella dans High School Musical, elle est brune, elle a des sourcils plutôt épais, tu vois, tu peux. Donc il y avait un truc un peu comme ça, où tu compenses en fait ton besoin d'identification. Mais moi, c'était plus la condition sociale qui n'était pas représentée. C'est plus, tu sais, j'étais en manque de, tu vois, comme il y avait eu la haine qui était sortie, qui avait créé une vague d'identification, j'étais en manque de représentation de femmes maghrébines de quartier populaire. Je ressentais ce besoin-là. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, avec toute l'humilité qu'il faut à 11-12 ans, bah, tu vas faire ça. Tu vois, c'est vraiment, tu vas faire ça. Tu vas présenter, je voulais présenter le JT quand j'étais petite. J'écoutais Claire Chazal, je recopiais ce qu'elle disait et je répétais. C'est vrai? Énorme. Je répétais et tout, et je me disais un jour, tu sais, j'aimais bien taper les feuilles comme ça. Bonjour. Ouais. C'était mon truc. Tu vois, je me suis dit, je me suis projetée dans ça. J'ai envie de présenter le JT, je trouve que c'est élégant. J'aime trop parler, tu vois. Je suis plutôt à l'aise à l'oral, j'ai toujours été très à l'aise à l'oral à l'école notamment. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça. Ok, et du coup, tu fais Sciences Po. Du coup, je fais Sciences Po. Après Sciences Po, c'est quoi le parcours? Je fais Sciences Po. D'abord, je fais 3 ans à Grenoble, le cursus classique. Ouais. Je fais master de journalisme de Sciences Po. Donc là, je suis giga contente quand j'ai le concours parce que c'était le but de ma vie. T'as aimé Sciences Po? Ouais, plus Paris que Grenoble. Ok. Grenoble parce que j'avais l'impression qu'il fallait accumuler plein de ça. Tu sais, t'es un peu acculé par tout ce qu'il faut apprendre, etc. C'était passionnant après intellectuellement. Le master, j'ai vraiment beaucoup aimé. Okay. T'as pas eu une déception ou un... Pas du tout. Okay. Alors, il peut y avoir une déception en termes d'homogénéité sociale. C'est que tu te rends compte de la violence de classe, quoi. Donc, t'es immigré, t'es enfant de pauvre, t'es enfant d'immigré, tu vois. Mais intellectuellement, si vraiment je me concentre sur la qualité des cours, j'ai trouvé ça passionnant. J'avais un cours en master, je sais que j'en parle encore tout le temps, qui s'appelait Obéir, désobéir. Excuse-moi, j'ai plus le nom du philosophe, mais c'est un philosophe reconnu qui donnait ce cours. Oh, c'était passionnant. Dans quel champ politique on peut obéir, dans quoi on peut désobéir. Et puis nous, ça nous parle tellement, tu vois, parce que ça parlait de décolonisation, ça parlait de révolte sociale et tout, tu vois. C'était passionnant. Et c'est des trucs où
C'était des cours qui me poussaient. Tu sortais du cadre du lycée où tu apprenais pour tu vois, faire des dissertes et tout ça. Tu étais vraiment en train de construire tes années de jeune adulte, quoi. Donc ta manière de penser, moi, ça m'a donné des lectures du monde tellement structurantes, tu vois. C'est là-bas où j'ai découvert, par exemple, Édouard Saïd, l'orientalisme, qui aujourd'hui m'aide à comprendre ma condition de femme maghrébine, tu vois. C'est-à-dire ce que l'Occident a projeté sur l'Orient, et donc la femme orientale, tu vois. Vraiment, tu sais, ça m'a donné des outils. C'est pour ça que moi j'adore la sociologie. Je pense que la sociologie, pour les enfants d'immigrés, c'est les enfants milieu populaire aussi, c'est un peu salvateur, tu vois. C'est-à-dire qu'on pose toujours la question de dans quelle mesure il faut dire à des gens discriminés qu'ils vont être discriminés. Bah, dites-leur. Parce que moi je trouve que ça répare de savoir ce qui t'attend. Il y a un peu un truc surtout tu sais, de mettre à distance et de dire c'est pas personnellement moi le problème, il y a un truc structurant qui fait que c'est sociologique. Et moi, la sociologie, franchement, ça m'a calmé dans ma colère. Parce que j'étais très en colère après Ziad Bouna. Vraiment, ça a bouillonné en moi, tu vois, de quête de justice, de reconnaissance, de représentation, etc. Et la sociologie, ça m'a un peu aidé à expliquer tout ça, tu vois. À expliquer l'histoire et la sociologie. Ok, donc voilà comment ça se passe, voilà tout ça, pourquoi c'est fait comme ça, etc. quoi. Donc non, moi j'ai adoré mes études à Sciences Po et ça me manque aujourd'hui. Tu sais, quand j'interviens à Sciences Po, je dis profitez. Ils me prennent pour la vieille daronne, tu sais, qui vient donner des leçons. Mais je suis là en mode non, mais profitez. Ah mais c'est ouf. C'est trop bien Cool. Il y avait un cours, moi je l'ai pas eu, mais il y avait un cours qui était donné qui s'appelait Harry Potter, je sais plus quoi, mais c'est analyser Harry Potter sous l'angle politique. Ah ouais, genre les maisons, ça correspond à quel courant politique, pourquoi c'est une dénonciation du fascisme. Passionnant. Ah, trop stylé. Mais tu peux faire ça il y a pas mal d'œuvres comme ça où tu as des comparaisons intéressantes. Ouais, t'as plein de. Mais ça, c'est, tu vois, quand t'as des cours comme ça. Ouais, c'est drôle. Et moi, j'ai un vrai truc avec la pop culture. Je pense qu'on partage ça aussi. Moi, j'ai un vrai truc avec la pop culture. Analyser la pop culture, ce que ça dit de nos sociétés, ce que tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'ai adoré cette école. Ça m'a donné même encore aujourd'hui, même en termes de, tu sais, de réflexion, ça m'a vraiment donné des outils dans mon métier de journaliste. Ça m'a vraiment donné des outils de où est-ce qu'on cherche la bonne info, comment on compare des éléments, tu vois, comment on construit, comment aussi on aide. Parce que Sciences Po, ça te dit pas comment penser, ça te dit pas tu dois penser ça, tu dois penser ça. Ça te donne des outils pour construire ton argument. Donc en fait, c'est toi ce que t'en fais. Ouais, je comprends. Donc moi, bizarrement, Sciences Po, ça m'a beaucoup aidé à être antiraciste, par exemple. Parce que j'ai pu puiser dans l'histoire coloniale, dans plein de choses, tu vois. Okay. Et du coup, quand tu fais Sciences Po, après, tu décides de devenir journaliste. Enfin, comment ça se passe après En fait, je fais Sciences Po. C'est compliqué. Ouais, en fait, je fais Sciences Po parce que je veux être journaliste. Ouais. C'est-à-dire que moi, en 6e, je vais faire Sciences Po. Mais vraiment, pour, tu vois, mais tu connaissais Sciences Po en 6e. Mais je vais t'expliquer le processus parce que c'est vraiment le rôle de la représentation. Un jour, mais je te promets, c'est le hasard de la vie, je suis devant France 3 avec mes parents et il y a une jeune femme maghrébine, je serais incapable de te citer ton prénom, qui parle. Tu sais, c'est le moment où ils ouvrent... Ils ont fait les procédures CEP à Paris. C'est des procédures pour ouvrir Sciences Po aux zones d'éducation prioritaire. Ouais. Et donc, ils font des reportages là-dessus. Ça crée un débat. Ils vont niveler l'école par le bas. Ils n'ont pas le savoir. Enfin, vraiment, ça a créé tout un truc hallucinant. Et ils font des reportages là-dessus. Je regarde France 3 et il y a une jeune fille maghrébine qui parle, qui dit « C'est trop bien cette école. J'apprends plein de choses. J'apprends la politique, j'apprends les médias. » Et vraiment, et tu sais, elle avait un truc de très « C'est ma place. » Tu vois. Et je fais un truc de « Ça a l'air trop bien, Sciences Po. » Et donc, moi, je vais à l'école et je dis à ma prof d'histoire, je crois, ou je sais plus, je lui dis « Je veux faire Sciences Po. » Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que je vais être journaliste. Elle m'a dit va au journal du coin, c'était la Provence, je crois. Je vais rencontrer journaliste de la Provence du coin, tu sais, genre avec mon petit cartable et tout. J'ai dit je vais être journaliste, elle m'a dit il faut faire Sciences Po. En fait, tout le monde me ramène vers Sciences Po. Et donc c'est une chance de fou parce que normalement, d'où je suis, il y a personne qui va t'orienter à Sciences Po. Ouais. Personne ne va te dire va à Sciences Po, tu vois. C'est la fameuse blague des conseillères qui te désorientent, tu vois, c'est un peu ça. Et donc moi je veux faire Sciences Po. J'ai découvert ça toute seule, je veux le faire. C'est ouf comme histoire. C'est ouf et du coup je le garde en tête. Et après, je l'avais raconté plein de fois, ça, mais au fur et à mesure de mon parcours scolaire, alors il faut savoir, encore une fois, un cliché, mais à cette époque-là, je suis ce qu'on appelle un garçon manqué, tant est que ça veut dire quelque chose, tu vois. C'est-à-dire, je suis tout le temps en survêt, tu vois, je fais du hip-hop, vraiment, je me déjore parce que j'aime pas ce que ça veut dire être une femme. Okay. C'est la puberté, quoi. Beaucoup de femmes à la puberté, en tout cas de jeunes femmes, de jeunes filles, rejettent, tu vois, cette période-là. Et donc, quand tu étais jeune, tu traînais plus avec des garçons, des filles? Non, même pas, je traînais avec tout le monde, filles comme garçons, mais j'essayais de pas rentrer dans des codes féminins. Tu vois, c'était un rejet pour moi de la féminité, alors qu'après, j'ai fait tout l'inverse. Ouais. Tu vois, c'est des parcours personnels, quoi. Mais en tout cas, moi, au lycée, vraiment, j'arrive encore avec ce truc de je veux faire Sciences Po. Et il y a une prof qui m'humilie dans toute la classe. C'est la phrase que j'ai gardée de ma vie qui m'a le plus blessée dans mon parcours scolaire. Elle me dit, mais devant toute la classe, elle me dit, mais tu n'auras jamais le niveau, c'est pas fait pour les gens comme toi. Et ma classe, alors,
encore une fois, c'est un collège, un lycée mixte, mais j'ai quand même vu le nettoyage social. Tu vois, au fur et à mesure. J'ai vu les enfants de pauvres et les enfants de l'immigration partir des filières générales, parce que moi, j'ai fait un bac ES, tu vois. Et donc, je vois que à la fin, dans mon lycée, on est 3 des Arabes dans la classe sur 30, tu vois. Alors que le quartier, il est à 10 minutes à pied. Hein. C'est genre, vraiment, on parle de ça. Donc, je vois ce que ça veut dire, les gens comme toi. Et ça me heurte, tu vois. Mais mes parents avaient un truc de non, mais... Et elle dit ça alors que j'ai 16 de moyenne. Hein. C'est-à-dire, on parle vraiment de quelqu'un qui avait les compétences. Pourquoi elle dit ça à ce moment-là? Parce qu'elle projette, encore une fois, on est dans une région raciste. On est dans le Vaucluse, c'est une région raciste. Donc elle projette, à mon avis, toute l'histoire de c'est une enfant d'immigrés, c'est une enfant de pauvres. C'est pas une école pour elle. Sciences Po, ça n'a pas été pensé pour nous. C'est une école élitiste, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre le penser et le dire et le dire devant tout le monde. C'est ça. Et franchement, quand j'ai témoigné de ce propos-là publiquement plusieurs fois, le nombre de commentaires que j'ai reçus de gens qui m'ont dit « moi aussi j'ai eu la même chose », c'est assez terrifiant. Et je ne fais pas une généralité, parce qu'il y a aussi moi des profs qui m'ont aidé à l'avoir. Tu vois, ma prof de SES, Madame Barra, au lycée aussi, c'est elle qui me donnait des devoirs supplémentaires, qui m'aidait à préparer le concours. Mais il y avait quand même l'existence de ces professeurs-là qui, malheureusement, avaient intégré la structure sociale. Et au lieu de prendre ça pour nous motiver, en me disant « ouais, ça va être... » Parce qu'on pourrait me dire « bah oui, c'est compliqué. » C'est compliqué. Il y a une compliquant. volonté de nuire, en fait. Oui, il y a une volonté de te décourager. Oui, exactement. Et il y avait presque un peu le truc de... C'était un peu moqueur. Elle a dit dans un rire, tu vois. Okay. Et donc, finalement, j'ai fini par la voir, comme je t'ai dit, en voulant être journaliste. Je veux dire, j'ai fait Sciences Po en sachant que je voulais être journaliste derrière. Et donc, la chance... Enfin, il y a plein de circonstances, mais pareil, parce que le master coûte très cher à Sciences Po. Enfin, moi, mon master, c'est 10 000 € par an, je crois, en full plein. Enfin, en full tarif. En fonction des... Ouais, en fonction des bourses. Mais vu que moi, je l'ai fait en alternance, c'est le prix qu'il a coûté, mais c'est les médias qui l'ont payé. Parce que moi j'ai été repérée par Canal+ avant d'intégrer Sciences Po Paris. Comment? J'avais créé un article au lendemain des... Un sacré lien à Canal+, décidément. Ouais, il y a vraiment... les Canal+ de 2016, je leur dois beaucoup. L'équipe de la direction artistique de la recherche des talents. Et donc en fait, moi, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu les attentats du 13 novembre. Et j'ai écrit un article, je suis à Grenoble à ce moment-là, et j'ai écrit un article qui s'appelle « Lendemain d'une nuit apocalyptique ». Et donc, je parle à la fois, tu sais, je suis loin, mais je sens l'onde de choc de ces attentats terroristes. Je sens ce que ça fait à nous, en tant que Français. Et je vois le truc arriver de les musulmans terroristes. Enfin, tu vois, je vois la stigmatisation. Du coup, je fais un article qui parle de ça. C'est publié dans le Bondi Blog. Mais l'article, tu le fais dans ton coin de base? Ouais. Je le fais dans mon coin. Et je l'envoie à un pote qui est journaliste au Bondi Blog, qui s'appelle Badroudine. Ok. Et tu avais déjà écrit des articles avant? J'avais jamais écrit de l'article. Ok. Enfin, j'avais écrit quelques articles quand j'étais l'année d'avant en Erasmus en Turquie, à Istanbul. Mais des articles un peu plus culturels, tu vois. D'accord. Donc oui. Puis j'avais fait un stage au Journal Le Monde la première année de Sciences Po. Grenoble, j'ai fait un stage au Journal Le Monde. Donc c'était en 2013 ou 2014. Pardon, je n'ai pas la date exacte. Je rentre, je fais un stage d'observation, tu vois, de 10-15 jours à Paris, ici au Monde. Et donc, du coup, tu vois, j'essaie de commencer à écrire, etc. Je pars en Erasmus à Istanbul. Je travaille pour Aujourd'hui la Turquie, qui est un journal local, mais en français. Et donc, je rentre à Grenoble avec l'idée de passer Paris en journalisme, le fameux concours que j'ai eu malgré les larmes, tu vois. Et donc, vraiment, moi, l'onde de choc du 13 novembre, ça m'avait traumatisée parce que j'avais des potes qui vivaient à Paris, qui sont sortis dans 11e. Enfin, tu vois. J'ai eu un truc de moi-même, j'étais terrifiée parce que ça pouvait déclencher, déjà par le nombre de morts et parce que ça pouvait déclencher pour nous. Et donc, je fais un article qui s'appelle Lendemain d'une apocalyptique. Il est publié sur le Bondi Blog le lendemain, tu vois. Et là, par exemple, t'as un ami qui bosse sur le Bondi Blog. Badroudine, Saïd Abdallah, qui bosse sur le Bondi Blog. Avec qui on échangeait sur Facebook, tu vois, parce que je suivais ce que faisait le Bondi Blog. J'aimais bien, tu vois, cette idée-là de donner la parole aux jeunes de quartier, etc. Donc, c'est ma première pige au Bondi Blog. Il y a un torrent de commentaires racistes en dessous parce que l'article cartonne. Genre vraiment, il est tellement lu que Libération le publie à leur tour. Donc, l'article, il dit quoi? Pardon? L'article, il dit quoi? En gros, il dit ça. Il dit que je raconte un peu, tu vois, ma soirée depuis Grenoble où j'appelle des potes qui sont dans le coin, tu vois, où je m'inquiète pour eux. Ils me racontent ce qui se passe. J'ai un pote qui est policier à ce moment-là qui me raconte ce qui se passe. Tu vois, je fais une espèce d'enquête à distance et en même temps, c'est mon ressenti. Je sens ce qui va arriver, je sens qu'on va nous demander de nous désolidariser. Enfin, je sens tout le truc et on va être coincé en étau entre le fait qu'on est victime, parce qu'il y avait plein d'enfants d'immigrés qui ont été victimes du 13 novembre, et en même temps, on va être coupable. Et donc, je vois, tu vois, la faille médiatique où ça arrive. Donc, je fais vraiment juste un truc mi-enquête de loin, mi-émotionnel, enfin mi-éditorialiste, tu vois. En réalité, c'est exactement le propos pour lequel tu me connais maintenant. C'est exactement la même ligne depuis le départ. Et l'article est republié par Libération.
Et donc là, moi, je suis à Grenoble, je ne suis pas encore journaliste, je me dis, ouais, trop stylé. Et une personne, je pense pas que j'ai le droit de dire son prénom, mais une personne qui bossait dans les talents de Canal+ me repère, me dit, l'article est hyper intéressant, viens passer des castings pour le grand journal et le petit journal. Mais moi, je suis grenobloise, mais tu sais, bien sûr, normal. j'ai grandi avec Canal. J'ai grandi avec le Canal, tu sais, genre ce qu'on appelait l'esprit Canal, le truc un peu de gauche irrévérencieux, tu vois. Et donc je me dis, vas-y, vraiment, je monte de Grenoble avec mon petit sac, mon petit casting. Je connais rien. Et j'arrive avec, en plus, je pense que le casting, je l'ai passé avec une arrogance folle, mais parce que c'est pour cacher mon stress. Tu sais, j'avais l'air hyper sûr de moi, en mode, tu vois, ouais, non, mais je vais tout déchirer. Mais c'est juste l'arrogance d'une femme à qui on donne, tu sais, sa chance. Et je pense que c'était mignon de le voir dans leur regard, comment ils me regardaient, parce que ça se voyait qu'ils me voyaient comme ça. Ils me voyaient comme, elle a l'air d'être contente qu'on lui donne sa chance, tu vois. Je passe un casting. Et le casting, c'est pourquoi dans le grand journal ? C'était pour le grand journal, le petit journal. Oui, pour faire quoi chroniqueuse. Okay. Et donc, moi, tu vois, je me dis, waouh, j'ai grandi avec tu sais, je regardais la nouvelle édition, c'était un peu le truc pour lequel je m'informais. Le supplément, ça a été une émission incroyable de Canal+, que j'aimais beaucoup. Une émission politique, tu vois, et d'actu. Enfin bref, c'était une chaîne que je regardais à ce moment-là beaucoup. Et donc voilà, donc je passe le casting et c'est l'année où le grand journal commence à s'effondrer. Donc je crois que l'émission n'est pas reconduite, enfin il y a un truc comme ça. Mais par contre, on me dit, si tu as le concours de Paris, c'est pour ça que je t'ai dit que la vie, c'est aussi beaucoup de chance. Tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai beaucoup travaillé, j'ai donné beaucoup de moi, mais il y a aussi une part de chance et d'accès à des endroits qui ne sont pas accessibles. Il faut que je le reconnaisse. Une forme de privilège, tu vois. Et donc, la personne en question qui m'a remarqué me dit, si tu as le concours de Sciences Po Paris, moi, déjà, je te fais une lettre de recommandation pour appuyer ton dossier. Et si tu as le concours, je te prends en alternance chez iTélé. La chaîne d'infos en continu. Et donc, c'est-à-dire qu'avant de passer Sciences Po, je savais que si je l'avais, mon école était payée. Et je crois que je suis une des seules, même je crois que je suis la seule, à Sciences Po Paris qui avait un alternance en première année. Okay. Tu vois, vraiment, elle m'a repéré avant. Et donc, j'ai le concours de Sciences Po Paris. Je suis trop contente parce que ça veut dire que j'ai mon concours en juin. En août, je commence à iTélé, avant l'école. Je fais un mois avant l'école. Ouais. Je rejoins le service politique. Vraiment, moi, je suis comme une ouf à ce moment-là, tu vois. Je rejoins le service politique de iTélé. Donc, c'est-à-dire, je suis en reportage, je vais à l'Élysée, à l'Assemblée et tout. Je commence à être journaliste politique. Et pendant un an, et puis, pendant quelques mois, parce qu'après, il y a eu la grève. Je soutiens iTélé. C'est le moment où iTélé s'effondre. Donc, parce qu'il y a l'arrivée de Bolloré dans le groupe Canal, et les journalistes partent, parce que je crois que c'était Morandini ou Zemmour, je ne sais plus, qui devait arriver à l'antenne, etc. Beaucoup de journalistes partent, donc la chaîne se vide et elle va devenir CNews. Et moi, je vois l'arrivée, je vois le bascule, je suis dans la chaîne quand je vois iTélé, CNews. J'ai envie de partir aussi, donc je pars et je vais à iTélé. Et je fais un an au service politique de iTélé, encore en reportage. Donc j'allais, tu vas au Conseil des ministres, enfin la sortie des Conseils des ministres, poser des questions avec ton micro. Tu vas à l'Assemblée reconnaître. Toi, tu étais avec le micro ? Ouais. Ok, donc quand tu es en alternance, tu peux être sur le terrain. En tout cas, si ton tuteur d'alternance te permet de faire ça, tu vois. D'accord, je sais pas. Mais moi, vu que j'avais la formation politique, vu que je faisais Sciences Po, tu vois, je comprenais, j'avais les codes et tout. Donc j'allais poser des questions. J'ai tendu des micros comme ça. Et donc c'est comme ça que j'ai appris le métier de journaliste politique. Okay. Jusqu'à j'ai fini en 2018 mes alternances et en plus j'ai suivi par exemple Emmanuel Macron pendant sa première élection présidentielle. Donc parce que ça on l'oublie beaucoup, quand il a représenté un espoir pour les banlieues. On oublie que quand Emmanuel Macron se présente, il a un truc de entrepreneur, on va développer l'entrepreneuriat en banlieue. Moi, je suis pas pour qu'on stigmatise les musulmans. On oublie qu'il était un peu perçu comme le Justin Trudeau. Tu sais, c'était vraiment parce qu'on a vu toutes les choses se dégrader par la suite. Mais à ce moment-là, il y avait un côté outsider aussi auquel il jouait. Il y avait un côté outsider, un côté jeune, un côté mec de la tech. Tu vois, même s'il venait pas forcément de là, mais il y avait un truc un peu comme ça. Et donc voilà, moi j'ai couvert cette élection-là. Je suivais aussi Benoît Hamon. Donc du coup, j'ai eu mes premières interviews politiques, même dans les ministères. Alors que tu étais encore étudiante ? Alors j'étais encore étudiante. D'accord. Et j'étais passionnée de ça. Je trouvais que c'était trop... j'aimais trop être journaliste politique. Voilà. Et après, du coup, tu es diplômée et ensuite, c'est quoi ? Je suis diplômée, je deviens pigiste pour plusieurs médias. Okay. Alors, dans l'ordre, je vais peut-être me tromper, mais j'ai bossé un peu pour BFM au desk. Au desk, c'est les voix que en gros, il y a quelqu'un qui fait un reportage sur le terrain. Toi, tu les réceptionnes, tu fais le montage et tu poses la voix. Tu sais, Martin s'est levé ce matin. Tu vois, par exemple, cette voix qu'on prend 4 ans à apprendre à faire. Tu sais la faire ou pas ? Ouais, mais je sais pas ce que je pourrais te dire. Vas-y. Dis-moi, qu'est-ce que je peux dire ? Il faut que je fasse un petit texte. Parle de toi. Non, c'est trop bizarre. Attends, il s'est levé à 3h, mais il ne sait toujours pas quoi faire. Martin, ce matin, on a gros sur la patate. Sa femme, Véronique,
est parti avec ses enfants. Les voici à bord de l'autoroute 56, tu vois, mais c'est un peu ça. Ok. Là, je l'ai un peu perdu, Non, mais elle est mais partie avec ses enfants parce que c'était un peu du freestyle. Non, t'inquiète, c'est plaisir. Et du coup, à quel moment tu décides de te lancer sur les réseaux sociaux? Quand tu sais que c'est... Comment je peux le dire au moment des discriminations. Qu'est-ce que je sais pas comment. En fait, c'est fou parce que on croit que les réseaux sociaux, dans ma carrière, ça a été un calcul. Tu sais, ça a été de dire, ok, là, je me lance. En fait, je me suis lancée parce que j'avais pas de travail ailleurs. C'est ça le plus fou, c'est que j'ai un bac+5 en journalisme, d'une école très réputée, et j'ai jamais été engagée en CDI. Alors si, j'ai eu un CDI à RMC, justement après mon master, j'ai fait 1 an de CDI à RMC. J'étais au bandeau et à l'édition de l'émission de Bourdin sur RMC en matinale. Donc j'ai travaillé de nuit pendant 1 an. J'ai fait du 2h, 9h du matin. C'était extrêmement dur psychologiquement, mais je pouvais pas être en pige. En fait, c'est un métier, moi je dis que journaliste, c'est un métier de bourgeois. C'est-à-dire que tu peux être journaliste que si tu as un background familial, un patrimoine qui te permet de tenir sur les piges. Parce qu'il faut faire beaucoup de piges sur un certain nombre d'années avant d'avoir un CDI ou un CDD, tu vois. Mais moi, je pouvais pas avoir de piges. Parce que les piges, par exemple, en télé, c'est 130 € la journée. Ou ça peut monter à 180, je crois, maintenant. Mais si tu peux en faire, par exemple, que 10 par mois dans un média. Ouais, on parlait tout à l'heure. Tu fais le calcul, tu ne vis pas de piges, tu vois. Donc, il y a beaucoup, notamment de personnes issues du milieu populaire, soit qui font autre chose à côté, dans la communication, dans autre chose, et qui, tu vois, essaient de joindre les deux bouts. Moi, franchement, quand je sors d'école et que je sors de 2 ans en alternance, c'est-à-dire avec une paye assez régulière, même si c'est pas l'alternance, c'est pas mirobolant, hein, mais en tout cas, j'avais un salaire régulier, etc. Là, je sors de ça et je me dis, il va falloir que je pige pour plusieurs médias et que moi je sois stratège dans un peu par-ci, un peu par-là. Je le fais un peu en été pour BFM, comme je le dis. Je suis recrutée par RMC pendant 1 an et je sors de RMC et je suis recrutée par France 3, Nice et Marseille en pige. Mais encore une fois, c'est ce que je te dis, les piges, c'est 10 par mois, 10-15 par mois. Donc je vois bien qu'en fait, il y a un truc de bon... Ah oui, et ce qui m'a un peu sauvée, c'est que j'ai fait un bon calcul pour le CDI, tu sais, de nuit. C'est que je me suis dit, vraiment, on dirait quelqu'un qui a travaillé à l'usine, ce que je vais dire, mais je travaille de nuit pendant 1 an et avec l'indemnité que je vais gagner, je vais pouvoir me faire un chômage qui va pouvoir me permettre de compenser les jours où j'ai pas de pige. C'est-à-dire, je le fais dans un truc stratégique. C'est pas exact. Tu vois, j'étais vraiment. Je veux pas manquer de respect au bandeau et à l'édition, mais c'est vraiment des métiers qui sont totalement pas respectés. Les bandeaux, c'est vraiment les trucs de titre, quoi. Mais aujourd'hui, ça m'est hyper utile. C'est ça qui est fou, c'est que moi, d'être passé par tous ces stades-là, ça m'a permis d'avoir tellement une vision globale du métier. Mais bref. Donc je fais ça pendant 1 an. C'est pas à la hauteur de mon bac+5. Je suis plus reporter. Tu imagines, je passe de reporter politique à l'ombre et à écrire des titres, à écrire des punchlines, tu vois, pour la télé. Mais je le fais dans un sens stratégique de OK, j'ai pas les moyens moi de faire de la pige. Je fais ça pendant 1 an. Je m'épuise, mais j'ai une indemnité de travail de nuit et surtout derrière je vais avoir un chômage qui va me permettre pas de pas travailler, mais de compenser la pige par tu vois, un chômage. Et donc, c'est ça mon calcul. Et donc, finalement, en fait, de bout en bout, je suis recrutée par France 3, Nice et Marseille. Donc, je suis reporter pendant le Covid. Et le Covid arrive. Eh bien, heureusement que j'ai eu mon chômage. Ah ouais. Parce que le Covid arrive au moment où je fais mon calcul de OK, je passe, tu vois, je vais essayer de gratter pour France Télévisions, etc. Je voulais rejoindre le reportage de France Télé, tu vois. Et donc, je commence à faire des reportages à Nice et Marseille sur le début du Covid. Et on est confinés. Et donc, plus personne ne m'appelle. Et heureusement que j'ai fait ce calcul stratégique. Et c'est là où je suis chez mes parents, dans le sud, et je me rends compte que j'ai pas d'option si je veux remonter à Paris. Donc, moi, pendant la durée du confinement, est-ce que je dois rester ici ? C'est tout le principe, justement, de mon livre Illégitime. C'est que j'écris ce livre, je suis revenue au point zéro. J'ai pas de contrat de travail, j'ai pas d'avenir professionnel établi. Je suis juste là, avec mes parents, en train de vivre confinés comme la terre entière. Enfin, en tout cas, comme ceux qui se permettaient d'être confinés, parce que mes parents n'étaient pas confinés. Tu vois, les maçons n'ont jamais été confinés. Et moi, dans mon truc de journaliste, je fais un texte sur Twitter où je raconte une journée typique de mon père qui ne sait pas s'il doit travailler ou non, tu vois. Et vu que dans les médias français, ils sont tellement obnubilés par faire du pain, faire du yoga, machin, ils oublient toute la classe ouvrière. Et donc, encore une fois, comme pour Libération, mon truc pète, tu vois, mon post pète, et je reçois un mail. Post, Twitter. Okay. Avec, tu sais, écrit, genre, c'est des screens de mon téléphone où j'avais écrit un texte. Okay. Et c'est le chapitre 2 actuel de Illégitime, tu vois. Et donc, en fait, je poste ça sur Twitter, mais moi, juste parce que je me dis, il n'y a pas ce récit-là nationalement, il n'y a pas le récit d'un maçon
qui en fait ne sait pas, parce que la police lui dit t'es confiné, la mairie lui dit va travailler. Donc tu vois, mon père il rentre à la maison, il s'habille, se déshabille, s'habille, et moi je me dis mais c'est quoi ce cirque, tu vois, alors que moi je sais que je peux regarder Netflix, tu vois. Et donc j'écris un texte comme ça sur ce que ça veut dire le confinement pour les ouvriers, qu'il n'est pas un confinement en fait, parce qu'en fait ils vont devoir travailler, tu vois, partout. Et je poste sur Twitter, le truc tourne beaucoup, vraiment beaucoup, et je reçois un mail. Bonjour, je suis éditrice, j'aimerais bien discuter avec vous, peut-être qu'il faut faire un livre. Et moi je vois ça, je dis ouais bien sûr, ouais. Tu es éditrice, Stéphanie. Je veux dire Stéphanie parce que je la connais maintenant et que c'est mon éditrice, tu vois. Je dis oui, bien sûr, oui, éditrice. Et après, elle m'appelle. Parce qu'elle avait mon numéro, tu sais, en bas de mail. Okay. Oui, et moi, tu sais, genre, j'ai 26, 27 ans, 26 ans, je crois. Oui, bah, c'est hyper intéressant cet angle-là parce qu'on l'a pas dans les médias. Mais là, tu n'as pas de présence affirmée sur les réseaux. Si, je suis très. Alors, j'ai commencé beaucoup. Là, je ne suis pas encore sur Instagram. Okay. On est en 2019-2020, c'est ça, hein, le Covid. 2020. 2020, ouais. Ouais, c'est ça, 2020. Non, je crois que j'ai 8000 abonnés sur Insta. Okay. J'avais fait une vidéo brute, tu sais, sur mon parcours en 2019. Okay. En fait, un an après, quand je suis sur RMC, avant de quitter, Brut me contacte pour raconter mon parcours. Tu vois, de Sciences Po, parce que je suis la seule enfant d'immigrés dans le master journalisme, etc. Okay. Donc, je fais une vidéo pour Brut en 2019 qui fait 16 millions d'abonnés. Et 16 millions de vues. 16 millions, oui. Okay. La meuf, elle parle comme J'ai voulu faire la belle, j'ai voulu flex. Et tu vois, on m'a dit, retourne à l'humilité, Nesrine. Bah, 16 millions de vues, c'est normal. Non, la vidéo, ouais, mais en fait, et c'est. Donc voilà, donc en gros, moi, pour te raconter l'histoire, je suis très présente sur Twitter. À partir de 2013, je suis vraiment très active sur Twitter. Je crois que j'ai à peu près 40 000 abonnés, tu vois, ce qui était énorme pour Twitter à l'époque. Tu vois. Donc je tweetais beaucoup. Et un jour, je tweete, je sais pas, il y a un truc qui sort, un article sur les discriminations à l'école. Et moi, je dis, il va falloir qu'un jour, qu'on assume qu'on est des enfants de femmes de ménage et de maçons et qu'on est 3% dans les études supérieures. Juste, je le tweete. Ça tourne, ça fait, tu vois, c'est comme Twitter, quoi. Et Brut me dit, c'est hyper intéressant ton parcours, les enfants d'émigrés à Sciences Po, etc. Ça nous intéresse de raconter ton histoire et machin. Et c'est le tout début des formats, tu sais, d'interview face cam. 2019, il n'y avait pas encore, tu vois, tout ce que Combini, Brut et tout ça font maintenant. Je suis vraiment, en toute humilité, on est 3 à cette époque-là à avoir fait ce format-là avec Brut. Okay. Vraiment, c'est tout le début de ça. Okay. Et en plus, c'est trop marrant parce que tu vois, c'est toujours des espèces de croisements parce qu'en fait, je fais cette vidéo parce que une des personnes qui a lancé Brut est mon prof à Sciences Po. Donc, il connaît mon parcours. Okay. Tu vois, il sait que je suis la seule enfant de l'immigration dans la salle, de milieu populaire. Guillaume Lacroix ? Non, c'était Laurent Lucas. Okay. Laurent Lucas qui était mon prof à Sciences Po. Et donc, il nous a formés déjà aux réseaux sociaux. En fait, on a vu Brut naître, nous, à l'école. À l'école, on voit Brut naître. Et au début, si je me rappelle, c'était des vidéos de baleines ou tu sais, des trucs d'animaux décryptés sur l'écologie, etc. Tu vois, c'était beaucoup des montages. Tu vois, des montages d'infos. Il n'y avait pas encore de témoignages vidéo. Il n'y avait pas encore d'incarnation. Tu vois. Et donc, je suis une des premières vidéos d'incarnation de Brut. Ça a fait 16 millions. C'est partagé dans le monde entier. Je reçois Alors, c'est mon Facebook qui explose, pas mon Insta ni rien. J'ai plus Facebook, mais mon Facebook explose. Genre, je crois que je prends 100 000 abonnés en même pas 24 heures, tu vois. Enfin, t'imagines ce que c'est 16 millions, tu vois. La vidéo tourne partout. Elle est republiée sur LinkedIn et tout. Et moi, je voulais pas être public, moi je voulais être reporter politique, tu vois. Et donc c'est comme ça que ma présence sur les réseaux sociaux elle se développe. Tu vois, c'est à partir de cette vidéo qui en fait dénonce l'absence d'égalité des chances. D'accord. Tu vois. Et donc voilà, ça lance un peu ça, mais je surfe pas plus que ça dessus, tu vois. C'est-à-dire ça existe, mais je me dis pas il faut que je me lance parce que je voyais pas encore Instagram comme un outil professionnel, je voyais plus Twitter. Comme un outil pro. Et donc après il y a eu cette bascule là. Donc ça c'était quelques temps avant le confinement, tu vois. C'était en 2019 et le confinement est arrivé, le Covid est arrivé en France vers novembre-octobre et ensuite on était confinés, tu vois. Donc c'est ça l'enchaînement, c'est que je fais la vidéo, je travaille dans le sud pour le Covid et ensuite on est confinés. Et là, mon éditrice me contacte et mon éditrice n'était pas au courant de tout mon parcours en plus. Okay, donc en fait, elle, ce qu'elle découvre, c'est vraiment la journaliste qui est donc confinée dans le sud et elle trouve que c'est intéressant à raconter. D'accord, ok, non, mais c'est intéressant. Et ensuite, elle échange avec moi, elle me dit ah ouais, mais quand même, en fait, il y a tout un truc à raconter de l'histoire de l'immigration, de tout ça. Et je lui ai dit moi en fait ça fait longtemps que j'ai envie de monter un podcast qui s'appelle Illégitime et j'aimerais bien que ce soit le nom du livre, tu vois. Et donc du coup le livre, j'ai lu le titre du livre, on le signe Illégitime, ou je crois que ça s'appelait autrement, mais moi je savais que je voulais l'appeler Illégitime, tu vois. Et donc du coup j'ai écrit le livre en 2 mois et demi. Ah ouais, on n'avait rien d'autre à faire. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais c'est dingue, ok, moi je pensais que ça venait de toi, de l'idée de base d'écrire le livre, mais en fait on te contacte pour le faire. On me contacte. Okay. Et ce qui est marrant dans ton parcours, ce que je retiens quand même, c'est qu'à chaque fois tu prends la parole, entre guillemets, et du coup à chaque fois ça cartonne et ça te rapporte d'autres opportunités. Mais je pense que
Et sans calcul, j'ai l'impression. Plus. Ouais, en fait, Ça moi, il y a qu'il un truc, c'est un truc qui est fascinant et en même temps, j'en suis tellement fière, c'est un truc d'authenticité. faut. Moi, ce qui a marché pour moi, c'est de toujours déplacer le curseur d'authenticité. Tu vois, d'être toujours la plus juste dans mes paroles. Et je pense qu'il y a aussi un truc que je dois à notre culture du rap et de l'humour, c'est la punchline. J'ai toujours parlé avec des punchlines, surtout quand sur des sujets engagés, tu vois. Et c'est ce qui marque les gens. Par exemple, pour la vidéo brute, ce qui cartonne, c'est le truc de dire j'ai vu les mains de mes parents s'abîmer pendant que moi je faisais des études. C'est la première phrase de la vidéo. Et moi, je le calcule pas, mais parce que c'est notre éducation. Tu vois ce que je veux dire Nous, on est éduqués à être incisifs, tu vois, à chercher la petite punchline, la petite phrase et tout ça. Ce qui fait que c'est notre façon de parler. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de alors, je vais aller dire telle punchline, tu vois, c'est pas du tout ça. Mais c'est toujours ce qui a marché. Et pareil pour Sciences Po, quand je dis on est 3% d'enfants d'immigrés à Sciences Po, en fait, c'est ce que les gens retiennent, du coup, ça marche, tu vois. Et quand je dis mon père, il est ouvrier, il n'a pas été confiné, le confinement, c'est un truc de riche. En fait, c'est comment tu arrives à formuler des réalités sociologiques tellement complexes juste avec des réalités humaines, quoi. Et c'est fou, oui, parce que comme tu dis, il n'y a jamais eu de calcul. Ouais. C'est toujours un peu tombé. Moi, je voulais être journaliste, je voulais être présentatrice du JT. Moi, c'est la chose qui m'intéressait, c'était je voulais présenter le JT. Et puis après, j'ai aussi un peu jonglé avec le fait que les réseaux sociaux sont venus bouleverser notre métier. Le fait que moi, je suis millénial, j'ai grandi avec ça, tu vois. J'ai grandi avec Skyblog, avec MSN, avec YouTube. C'est mes codes. C'est comme ça que j'ai, je sais pas, que j'ai évolué. Donc ça fait partie de moi. Et je sentais bien que, comment dire, à l'école, déjà à Sciences Po, on nous apprenait que c'était important d'être sur le digital, tu vois, en tant que journaliste. Okay. Mais je sentais que moi, j'avais un truc en plus. C'était que j'avais pas le mépris de classe. J'avais pas un mépris sur les réseaux sociaux. J'avais pas un regard de c'est un truc de beauf, c'est un truc de pauvre, c'est un truc d'influenceur. Tu vois, c'est ce que je me prends aujourd'hui beaucoup, c'est une influenceuse. Ouais. Non, je suis pas une influenceuse. Je suis journaliste qui utilise les réseaux sociaux. J'avais pas ce truc-là de. Il y a eu beaucoup dans le métier, tu sais, la posture de il faut qu'on aille sur les réseaux sociaux pour parler à ces gens-là. Ouais. Moi, non, c'est je viens des réseaux sociaux pour vous parler. Ouais, c'est intéressant. C'est pas la même dynamique. Bah bien sûr, ouais. C'est pas du tout la même dynamique. Moi, j'ai pas eu à faire semblant d'avoir des codes réseaux sociaux. Je me suis pas dit comment il faut que je parle, comment il faut que je m'habille. Non, pour moi c'est naturel. Je prends mon téléphone, je fais une story, comme je faisais des posts sur Skyblog avant, comme mes premiers montages c'était Windows Movie Maker. Tu vois, notre génération elle est passée par cette créativité là, tu vois. Et donc c'est venu un peu de ça. Je fais mon livre et il y a plein de choses qui se passent. Je travaille pour Loopsider, qui a un média numérique, tu vois. Et j'aime bien. Tu vois, pour Loopsider, je fais des enquêtes, je récolte des témoignages, je fais des montages, et j'aime bien à la fois. J'aime bien être partout, j'aime bien incarner, j'aime bien monter, j'aime bien écrire. Et ça me permettait d'avoir un peu un regard sur toute la vidéo. Quand on faisait des vidéos pour l'Obsidiaire de 3 minutes, on était derrière tout, tu vois, même derrière le choix de musique. Et ça m'a beaucoup appris à créer des contenus sur les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé par ça, et ça prenait bien. J'ai fait beaucoup mes enquêtes ont fait beaucoup de vues, tu vois, vraiment beaucoup. Notamment, il y a une vidéo qui a beaucoup marqué, c'est le témoignage d'une femme ouïghour qui est rescapée d'un camp, tu vois, en Chine, qui avait beaucoup tourné. Et donc, c'est comme ça que je me dis, mais en fait, je crois que j'ai envie d'informer sur les réseaux sociaux, tu vois. Je crois que j'ai envie d'en faire un outil. Je voyais ce qui marchait pas. Mais moi, sur mon propre compte, tu vois, je devais avoir 20 000 abonnés, un truc comme ça. Je faisais des tests, tu vois. De, OK, les carousels, ça c'est bien. Et puis, je trouvais que t'avais une espèce de créativité tellement folle que t'as pas... Ouais, c'était beaucoup plus libre, quoi. Dans d'autres espaces, quoi. Et voilà, et petit à petit... Et je me rappelle d'un mail que j'avais envoyé justement à un média numérique, je ne vais pas dire qui. J'ai juste envoyé, vous devriez passer à l'incarnation parce que c'est le prochain basculement pour notre métier. C'est pas juste de faire des montages vidéo. Tu vois, Loopsider, par exemple, je fais partie du moment de basculement. Je suis pas la seule. Hein. Ouais, il y avait David Perrotin, par exemple. Mais je fais partie de la bascule de le média commence à avoir des visages. Ouais. Donc avant, c'était tout l'inverse. C'était vraiment l'interviewé qui était là. Et vraiment, j'ai un mail que j'envoie 2019. Je dis à un directeur d'un grand média numérique, vous devriez passer à l'incarnation parce que ça va être le prochain basculement du journalisme. Et pourquoi tu lui envoies ce mail ? Pour qu'il m'engage. mais il l'a pas fait. Mais ça vient aussi de ça, tu vois. Pourquoi les réseaux sociaux ? C'est parce que j'ai pas de CDI. Je suis pas dans un. Peut-être que si j'avais été prise en CDI dans un média, presse écrite ou au télé, peut-être que jamais je serais allée sur Internet. Mais parce qu'en fait, par la force des discriminations de ce métier, qui a des structures classistes hyper prenantes, des structures sexistes, des structures racistes aussi, il faut le dire. Hein. Il y a un truc qui fait que tu es obligé de. Si tu aimes ce métier, moi, j'avais pas envie de faire autre chose, en fait. Donc, j'ai essayé de faire avec ce que j'ai, avec ce que j'aime, tu vois. Et les réseaux, ça a été une porte de sortie incroyable. Je fais mes propres vidéos, j'écris ce que je veux. Je vis pas de ça parce que c'est très compliqué de faire des partenariats quand t'es journaliste aussi, tu vois. Mais ça a plus été... C'est pour ça, moi, ça me fait rire quand on me dit oui,
c'est une influenceuse, tu as envie de dire, vous m'avez un peu empêché d'être journaliste classique. Donc, soit on dit c'est novateur, et on accepte que c'est une porte de sortie pour les gens comme moi qui sont pas acceptés totalement dans le métier, soit du coup, ça veut dire que vous voulez qu'on soit nulle part, tu vois. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté le fait d'être journaliste et présent sur les réseaux sociaux et que c'est même. Mais quand t'es un homme blanc. J'imagine que c'est plus facile, mais après, je pense à d'autres journalistes, tu vois. T'as Salomé Saké. Ouais, mais alors, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est que ça dépend des profils. Il y a des profils qui sont appuyés par des médias, du coup, c'est validé. Moi, tant que j'étais chez Loopsider, c'était validé. Okay. Salomé, elle fait du très bon travail, mais elle est appuyée par Blast. Donc, elle est rattachée à un média classique. Ouais. Moi, même si, par exemple, tu peux me voir sur Arte ou des médias en tant qu'éditorialiste, vu que mon contenu, il n'est pas rattaché à un média, c'est un truc d'influenceuse. Non, parce qu'en fait, c'est juste que tu n'as pas un gros logo qui te dit attention, gros média, respectez-moi, tu vois. Pourquoi vous avez besoin d'un logo d'un média pour me respecter dans mon travail journalistique? Ça s'appelle être indépendante, tu vois. Peut-être que là, on est justement, c'est une nouvelle forme de journalisme qui est en train de. Je pense. d'exploser, oui, et puis c'est important parce qu'il y a que notre génération qui peut avoir un rôle informatif sur ces plateformes-là. On est les seuls à avoir compris l'enjeu, tu vois. Je dis pas, il y a plein de médias qui ont réussi leur transition numérique. Je pense notamment au journal Le Monde. Franchement, ils ont depuis le départ. Franchement, je me rappelle quand ils étaient partis sur Snap, ils ont toujours su s'adapter. Voilà, ils ont toujours. Il y a vraiment. Je sais pas pour dénigrer la profession et de dire je suis la meilleure. Écoutez-moi, c'est pas du tout la position que je vais avoir. Au contraire, c'est plus de dire que il y a une espèce d'urgence. Tu vois, dans le contexte actuel, avec aussi ce que représentent les réseaux sociaux, c'est pas des terrains qui nous sont fondamentalement, accueillants. Et donc pour moi, il y avait toujours un enjeu de. Puis c'est une question générationnelle. Moi, c'est à ces gens-là que j'ai envie de parler. Tu vois, finalement, je m'en suis rendu compte que moi, c'est les 18-35 ans qui m'intéressent. Pas parce que je considère que le reste n'est pas intéressant ou etc. Mais c'est parce que je pense que ça se joue entre 18 et 35 ans de comment tu es bien informé, comment ta vision sur le monde se structure. Et parce qu'il y a tellement eu de basculements générationnels, tu vois, MeToo, Black Lives Matter, tous les sujets, les violences policières, les féminicides, tu vois, il y a tellement eu un basculement sémantique que moi, je veux parler à ceux qui se sentent concernés, mais pas forcément par les violences, mais qui ont en tout cas envie d'avoir une vision du monde qui inclut tout ça, tu vois. Oui, et aussi, comme c'est ta génération, c'est aussi plus facile de leur parler. Et pour revenir sur ton livre, est-ce que tu te sens légitime aujourd'hui, maintenant, du coup Ouais, mais carrément. Mais déjà, je me sentais légitime quand j'ai sorti Légitime. C'était plus un pied de nez. Okay. C'est ce qu'on appelle le retournement du stigmate. C'est le fait de dire illégitime et alors. Tu vois, c'était un peu un truc ça, la position. Okay. Et c'est surtout pour revendiquer ce que je disais dans illégitime, c'est que la légitimité, c'est une construction sociale. Tu vois, c'est une construction qui est raciste, qui est sexiste, qui est classiste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés légitimes et d'autres qui ne le sont pas et qui doivent courir toute leur vie derrière une forme de légitimité. Et moi, ma posture, c'était de dire, non. Ma posture à moi, c'est d'être illégitime et c'est là où je vais produire des choses intéressantes. C'est parce que je ne suis pas ce qu'on attend de moi que je suis intéressante. Tu vois, c'était ça ma posture. Et c'est encore ma posture aujourd'hui. Et peut-être que je vais faire un pied de nez un jour et sortir un livre qui s'appelle Légitime. Je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose qui est envisageable. Tu vois. Mais en tout cas, et puis tu sais, maintenant, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup. Je sais que les afroféministes en ont beaucoup parlé, ou même les féministes américaines, c'est la notion d'estime de soi. C'est même Fanon, tu vois, Frantz Fanon qui a fait tout son travail en tant que psy sur aussi le mécanisme psychique pour les coloniser. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup, moi, la façon dont on se perçoit déjà soi-même, ce qu'on a intériorisé du monde. Parce que aussi, pourquoi ce livre j'appelle illégitime, c'est que quand je suis à Sciences Po Paris, je fais des interviews de gens qui sont passés par la procédure CEP. Tu sais, la fameuse procédure banlieue qui avait choqué toute la France dans les années 2000, au début des années 2000. Je fais des interviews, j'en fais 10 de profils qui sont passés par ça. Et ils me disent tous, je me suis sentie illégitime à rentrer à Sciences Po. Et je me dis, c'est quand même fou. C'est quand même fou que des gens qui réussissent le concours d'entrée se sentent quand même illégitimes après avoir réussi le concours d'entrée. C'est-à-dire qu'il se passe que la légitimité, c'est autre chose. C'est pas réussir un concours, c'est pas gravir des échelons. La légitimité, c'est ta condition sociale initiale et ce qu'on t'a dit de toi quand tu étais petit. Moi, je me rappelle, quand j'arrive à Sciences Po Grenoble, on nous accueille, on nous dit « Vous êtes l'élite de la nation ». Mais moi, on m'a jamais parlé dans mon quartier HLM en me disant « Vous êtes l'élite de la nation ». Donc, c'est une question de discours extérieur et intérieur. Tu vois. Et la légitimité, pour moi, c'est ça. C'est vraiment, ça va creuser dans l'estime de toi. Et la dignité, c'est quoi ? Pour faire référence à ton troisième livre, du coup. Tu m'as prise de court. Alors, si la légitimité, c'est l'estime de... Ah, j'ai une punchline. Attention, il faut que je la pose bien. Si la légitimité, c'est l'estime de soi, la dignité, c'est le fait de l'imposer.
Tu vois, la légitimité, c'est... Tu vois, t'as vu? Ouais, T'as validé. ouais, T'as validé. c'est- La légitimité, c'est ta posture intérieure. C'est je suis légitime. Et la dignité, c'est je te force à me voir comme légitime. Parce que la dignité, c'est le désir de respectabilité et le désir de le montrer aux autres. Et c'est pas une posture d'arrogance, la dignité. C'est simplement, tu vois, c'est ce que je mets dans mon livre Notre dignité, du coup, c'est la posture de la tête haute. C'est vraiment la posture de fierté de soi-même, tu vois. Et pour venir sur ce livre, du coup, pourquoi tu l'écris et qu'est-ce que tu racontes dedans? Pourquoi je l'écris? Tu sais que je vais te sortir une punchline comme si j'étais Victor Hugo. Après tout, pourquoi on pourrait pas être des Victor Hugo, nous aussi? Mais je sais plus quel écrivain avait dit ça, mais il avait dit je peux mettre une musique un peu dramatique quand je dis ça, là. C'est genre un peu, On verra. émission France Culture, tu Allez. vois. Non, il y avait un écrivain qui avait dit un truc, il a dit toute sa vie, un écrivain, il passe son temps à essayer d'écrire un livre. Et moi, c'est comme ça que je le sens. Genre, en fait, notre dignité, ça vient parce que j'ai écrit illégitime et seul et que je suis insatisfaite de illégitime et seul. Du coup, je fais notre dignité. C'est un peu une manière d'affûter à chaque fois ta pensée. Tu vois, illégitime, j'en suis satisfaite, il faut bien qu'on comprenne. Je suis contente du résultat. Mais c'est plus dans comment tu peaufines ta pensée, comment tu affûtes ton esprit, tu vois. Et donc, dans illégitime, c'est un peu brut en termes de sensations, d'émotions. C'est histoire de l'immigration, histoire de la violence sexiste et raciste. Je parle déjà du sexisme. Seul, c'est vraiment la violence du cyberharcèlement, la violence de la vie intime des femmes, notamment les violences conjugales, etc. Et notre dignité, en fait, c'est un peu tout ça mélangé. Si tu lis Notre dignité, c'est à la fois l'histoire de l'immigration pour des femmes maghrébines et l'histoire du sexisme spécifique aux femmes maghrébines, tu vois. Donc tu sens que je suis dans un exercice de comment je peux faire pour être à chaque fois plus précise. Comment je peux faire... Et les livres ne s'annulent pas, mais tu vois, ils viennent se compléter. C'est marrant, hein, c'est ça la littérature, c'est que tu peux lire chacun de mes 3 livres séparément, tu les comprends. Si tu lis les 3, tu vois comment j'ai évolué. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils peuvent être pris séparément et en même temps, c'est un tout. Et moi, je trouve ça fascinant. Tu vois, de suivre la réflexion de quelqu'un. Moi, c'est comme ça que j'adore lire les auteurs, tu vois. J'adore voir comment un auteur progresse dans une année, comment il évolue dans sa réflexion. Mais je pense que c'est pareil pour quand tu regardes un sportif, ou quand tu regardes un artiste, ou quand tu regardes une série, tu vois. Ce qui t'intéresse, c'est la progression aussi de la pensée, tu vois, ou de la progression du personnage, tu vois. Et donc, c'est ça que je fais Notre dignité, parce que déjà, constat de vraiment premier degré, je vais en librairie, je suis féministe, il n'y a aucun livre qui me parle. Je suis féministe, j'ai 30 ans, je suis née avec la pop culture, je suis maghrébine, il n'y a aucun livre qui parle de ma génération de féministes. Il y en a d'un point de vue sociologique, qui parlent plus du mot beurette, comme Nassira Ghanim Souleimas, ou qui parlent du port du voile, comme Anan Karimi, qui a écrit Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes. Il y en a, il y a des livres sociologiques. Mais moi, à l'endroit où je suis, où je veux être, il n'y avait pas. Tu vois, vraiment, en toute humilité de constat, si je vais en librairie, je cherche un livre féministe qui s'adresse à vraiment ma génération, femme de 30 ans, urbaine, héritière de l'immigration postcoloniale, pardon, et d'un milieu populaire. Tu vois, à qui on a dit que le féminisme, c'était pas vraiment pour elle, qui est aussi, parce que c'est un livre qui analyse beaucoup aussi YouTube, tu sais, les premières influenceuses, etc. Mais il n'y avait pas. Et je me suis dit, alors que c'est des discussions qu'on a entre nous, tu vois, entre femmes maghrébines ou non d'ailleurs, tu vois. Et je me suis dit, mais il faut laisser une trace de notre réflexion, tu sais, c'est une capture à l'instant T. Voilà ce que ça veut dire être maghrébine en France en 2025. Voilà, ça c'est ma proposition que je vous fais. Tu vois. Et vraiment, et c'est Toni Morrison qui dit ça, c'est une autrice que j'aime beaucoup, une autrice afro-féministe, qui dit s'il y a un livre que vous voulez lire et qui n'existe pas, c'est à vous de l'écrire. Et je pense que c'est ça qui fait notre dignité. Ouais, c'est beau. Tu vois, c'est vraiment, j'ai écrit depuis l'absence, quoi. Là, on arrive sur la fin. J'ai beaucoup parlé. Et non, mais là, pour l'instant, on est dans la durée moyenne du podcast. Ok. Comme je te disais, le podcast, il est soutenu par l'ADEME. Ok. Et du coup, il y a une surprise. Attention, non, je dis surprise, mais faut pas s'emballer. En gros, c'est un QCM, du coup, un quiz. Ok. Et du coup, les données elles proviennent de l'ADEME. Et donc, le thème, en général, on le fait en fonction des invités. Ok. Donc, il y a 3 questions. Ok. Est-ce que tu es prête? Je suis en suspense là. Attention. Donc, l'idée, c'est toujours de parler soit d'engagement ou d'environnement. Ok. Première question, numérique durable. Dans ton travail de journaliste, tu mets en lumière les enjeux de notre société. Sais-tu quel pourcentage de la consommation d'électricité en France est lié au numérique? Beaucoup T'inquiète. trop. Il y a Ouais, réponse A, 5%, Non, c'est plus. B, 11%, C, 23% ou D, 45%. Non, c'est 23. C'est 11%. Ah, tu vois, j'ai sur. Ouais. Est-ce que vous comptez dans ça les mails et tout ça, ou c'est juste
Parce que moi, j'avais été sensibilisée, tu sais, à l'envoi de mails, au stockage iCloud et tout ça qui genre, prenait beaucoup de place. Ou c'est juste vraiment l'usage du numérique genre, Je pense que c'est l'usage du numérique au global. Ok. Et peut-être que toi, ton chiffre... Non, mais après, je peux me tromper aussi. Hein. Enfin, Oui, tu vois, ça oui. peut être 11% et moi qui est surestimé. Hein. Attends, c'est quoi? C'est sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est le stockage et les centres de données, je crois. C'est ça. Qui sont consommateurs d'eau, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc peut-être que tu confonds avec ça. Ouais, sûrement. J'ai voulu, mais tu vois, j'ai surestimé. Il vaut mieux surestimer que sous-estimer ou pas? Je sais pas. Question 2. Alors, dans ton documentaire Kimka Theory, tu analyses l'influence des réseaux sociaux qui poussent très souvent à la surconsommation. Sais-tu combien de vêtements et de chaussures sont achetés par an par un Français? Wow. Est-ce que c'est 10 nombre vêtements, Okay. 10 vêtements et une paire de chaussures? Okay. Est-ce que c'est 20 vêtements et 2 paires de chaussures? Est-ce que c'est 30 vêtements et 3 paires de chaussures? Ou 40 vêtements et 4 paires de chaussures? Je crois qu'on consomme beaucoup, nous, en France. Je dirais 40... Non, pas 40 vêtements, c'est beaucoup, non? Attends, mais non, mais il y a beaucoup qui consomment d'ultra fast fashion comme Shein et Temu, tout ça, là. Donc, je crois qu'on est des mauvais élèves. J'ai envie de dire 40 et 4. Bonne réponse. Ah ouais. Ouais, mais c'est énorme. Hein. Moi, mais qui On consomme est 40 vêtements et 4 paires de chaussures? Ouais, mais ça va vite, en fait. Tu sais, en t-shirt, tu vois, enfin, tu sais, des crop tops, des trucs comme mais ça. 4 paires de sur chaussures Shein. déjà. Ben, Je vois, c'est même un truc qui me choque. Mais parce que toi, t'es pas une fille, mais enfin, en tout cas, t'es pas genré féminin plutôt. Mais t'achètes pas par exemple, des bottes ou t'achètes pas des talons aiguilles. Enfin, tu vois, ouais. pour des événements Non, et mais choses comme 40 ça. vêtements aussi. Non, 40 vêtements, mais énorme. franchement, ça m'étonne pas parce que moi, j'ai en tête, tu sais, les TikTok de panier Shein où les gens, en fait, ils achètent. Tu vois, quand tu achètes sur Shein et Temu, t'achètes par lot de 10 en fait. Ah, tu c'est vois. vrai. Donc non, Ouais, moi, je ça sais va qu'on est vite. des très mauvais élèves sur la consommation de vêtements. Très, très mauvais. Bah voilà. Dernière question. Dans tes travaux, tu explores les inégalités territoriales et l'impact des politiques publiques sur les quartiers populaires. Aujourd'hui, l'urbanisation transforme nos modes de vie, mais aussi les inégalités. Sais-tu quelle proportion de la population française vit en zone urbanisée? 30%, 50%, 65% ou 80%? Alors, moi, j'ai une définition du rural qui est large. Donc, pour moi, le rural, il est plus important que l'urbain. Mais je ne sais pas si ça se base sur ce que l'INSEE dit ou si ça se base sur autre chose. Tu peux me redonner les pourcentages 30, 50, 65, 80. de l'urbain? D'urbanisé, ouais. 65. 80%. Ouais, c'est énorme. Donc voilà, 80% des Français vivent en zone Donc, urbanisée. avec toutes ces informations-là, tu dois faire ton rôle de journaliste positif sur l'écologie. Donne-moi des bonnes nouvelles, s'il te plaît. Donne-moi des choses qu'on ne consomme pas trop. Est-ce que la consommation de la viande, par exemple, a baissé en France? C'est une bonne question. La viande rouge? Je sais pas. Tu J'ai sais pas la réponse. Moi, c'est là-dessus où j'ai fait très attention très vite. Je consomme plus de viande rouge. Ok, génial. Ouais. Pourquoi? Pour ça. Les images d'abattoirs, Ok. je peux pas. Et puis, je sais que ça consomme beaucoup trop d'eau et qu'on peut s'en passer, tu vois. Il y a des protéines ailleurs. Donc, j'ai totalement... Ouais, c'est Au début, 14% j'avais juste des réduit. émissions Ouais, voilà. de Au CO2. début, j'avais juste réduit. Ensuite, j'ai totalement arrêté. Puis, j'ai plus ma voiture aussi. Enfin, j'ai fait plein de choix. Fast fashion, c'est pareil. Ok. En fait, avant, j'avais un truc de oui, mais tu vas toujours être habillé pareil. Ben, maintenant, j'assume que pour des interviews, des fois, tu me vois 2 fois que le même blazer et on s'en fout, tu vois. Vraiment. Mais ouais, c'est les 2 trucs sur lesquels j'ai vraiment fait attention, c'est les vêtements et la viande. C'est 2 postes assez importants. Tu vois, l'alimentation, c'est Mais l'agroalimentaire, j'ai l'impression. 14% des émissions de CO2. Ouais. Tu vois, donc tu as mobilité, alimentation et consommation qui sont des énormes postes. Ouais. Et après, habitat avec le chauffage, etc. Oui, bah oui, j'imagine. Bah, surtout, ouais, quand c'est mal isolé, etc. Mm. Comme nos anciens bâtiments parisiens, c'est pas évident. Là, on est vraiment sur les questions de fin. T'as interviewé Macron? Un truc qui est improbable. Oui. Ouais, grave improbable. Comment ça s'est passé? C'est quoi l'histoire? Ben, je mangeais une pizza chez moi avec une amie et Ahmad de Bouscapé m'a appelé en me disant l'équipe de communication de Macron nous a proposé de faire une interview avant le 2e tour des élections présidentielles. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? J'ai dit oui parce qu'en face c'était Marine Le Pen. Donc en fait il n'y avait pas de risque majeur en termes de d'orientation politique. C'est-à-dire qu'en face si tu as Marine Le Pen, tu favorises personne en fait en faisant ça, tu vois. Et de l'autre côté, il m'a dit du coup est-ce que tu veux la faire? Moi je pensais qu'il me demandait juste mon avis en tant que journaliste politique. Il me dit est-ce que tu veux la faire? J'ai dit oui. Parce que je sais qu'on a été éminemment critiqué pour cette interview, on a été entendu en Twitter, on a été moqué, lynché, etc. Mais moi j'ai une vision des choses qui fait que
Un média rap peut faire l'interview d'un président à partir d'un moment où tous les autres médias peuvent faire l'interview sur du rap. C'est-à-dire pourquoi des banlieusards, même si, surtout dans ce média-là, après les gens connaissent pas forcément le parcours politique. Moi, on savait pas à ce moment-là, pour le grand public, que j'avais autant fait de journalisme politique, que j'avais interviewé, même dans les couloirs de l'Assemblée. Moi, j'ai déjà interviewé Marine Le Pen, par exemple, tu vois. C'est pas une fierté, c'est pas quelque chose que je revendique comme un point culminant de ma carrière, mais quand tu es journaliste politique et que tu vas à l'Assemblée, tu as déjà interviewé, j'avais déjà interviewé plein de ministres, etc. Donc, moi, j'avais pas une question de légitimité, puisque c'est mon métier de journaliste politique, on sait qu'on interviewe les personnalités politiques, tu vois. Et puis j'avais vraiment ce truc-là de, oui, c'est un média de banlieue, alors on sait qu'on va pas... Tu sais, on y allait un peu avec une forme de résignation, mais un truc de... On sait qu'on va pas le faire changer dans sa politique, on n'est pas stupide, on sait qu'on va pas impacter, lui, comment il va faire son mandat s'il est réélu, mais on sait une chose, c'est qu'on peut faire remonter des choses. On sait qu'on peut faire remonter des problématiques. Donc, on a parlé d'Adama Traoré. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron se prononçait sur Adama Traoré. Et moi, je voulais faire remonter une question qui était importante pour moi. C'était la question des ministres accusés de viol. Est-ce que vous vous engagez, Monsieur le Président, à ne pas renommer des premiers ministres ou des ministres accusés de viol, tu vois. Donc, moi, vraiment, on y allait avec cet objectif en tête, en sachant que... Parce qu'à posteriori, tu peux critiquer l'interview dans tous les sens. Tu sais, on a beaucoup été accusés de oui, ce sont des vendus. Et il y avait vraiment un truc de s'ils font une interview de Macron, ça veut dire qu'ils sont macronistes. Moi, c'est un truc qu'on me ressort beaucoup. À partir du moment où on te voit, mais ça, c'est exactement comment on voit les personnes racisées comme des objets. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es acté de quelqu'un, tu deviens le défenseur ou la défenseuse de cette personne, alors que pas du tout. Bah, moi, si je fais l'interview de Macron, ça veut dire que je suis d'accord avec Macron, enfin, surtout en tant que journaliste. Ah, bien sûr. Tu vois, ça veut juste dire que j'estime qu'il y a des questions à lui poser. Et vraiment, moi, j'ai vu ça. J'avais totalement anticipé la violence qu'on allait se prendre. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la Nesrine de quand elle avait 11 ans et qui avait envie de remonter la parole des milieux populaires et de l'immigration. On a posé des questions sur les accompagnatrices scolaires qui portaient le voile, la précarité en banlieue. Voilà. Et c'était fou parce que l'histoire, elle a été racontée, tu sais, les réseaux sociaux racontent toujours l'histoire inversement de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'était le truc de oui... ce sont des vendus, enfin des trucs assez fous. Ils ont envoyé les questions en amont, alors que la vraie histoire, c'est qu'ils pensaient qu'ils faisaient une interview sur le rap. C'est pas vrai. Ben oui, c'est-à-dire que vu que personne ne s'est vraiment intéressé au vrai background, personne ne sait cette interview. En fait, quand il va chercher Bouscapé, évidemment qu'il va chercher Bouscapé parce que c'est un média rap. Donc il se dit pas que Bouscapé va faire un changement et va faire une interview politique. Il se dit que c'est un média qui va parler à une tranche de la population qui n'est pas la même que s'il allait, je sais pas, sur... Mais pas sur des enjeux politiques. Tu vois. Donc en fait, nous on est dans le QG de campagne. Déjà, il faut savoir qu'on a été, ils ont repoussé l'interview jusqu'à la dernier moment, etc. On arrive dans le QG de campagne et il y a un de ces chargés de com qui nous dit alors, vous avez lui posé des questions sur Bouba El Karis? Alors on se regarde, je te promets, et je l'ai promis à tellement de gens, et c'est fatigant même pour moi de devoir le promettre, on n'a pas envoyé les questions en amont. Il n'était absolument pas au courant, personne n'a vu. Ahmad avait négocié ça. Vous n'aurez pas les questions en amont de journalistes. On peut vous dire qui ils seront, tu vois, donc Kirsch de Rapelite et moi, mais on ne vous donnera pas les questions. Et ça, c'est un truc, par exemple, Internet a menti. Internet a dit que c'était une vidéo presque en collaboration, presque un partenariat, tu vois. Qui a dit ça? Internet, Twitter. C'était un peu toute la polémique. C'était oui, c'est un partenariat. Pas du tout. Les gens n'ont pas été rémunérés par Macron, enfin, pas du tout. Et par le ministre ou par par En Marche ou quoi que ce soit, on n'a pas été rémunéré du tout comme ça. On a été rémunéré par le média, ce qui n'est pas la même chose. Et donc voilà, donc on arrive dans le QG de campagne, il y a ce truc-là, donc vous allez lui poser des questions sur le rap, nous on se regarde, on était contents, quoi, ils ont pas nos questions, etc. Il arrive, évidemment on est un peu intimidé, parce qu'on interviewe un président quand même dans l'entre-deux tours. Encore une fois, on a accepté parce qu'en face c'est Marine Le Pen, on l'a pas accepté au premier tour, tu vois. On l'a accepté parce qu'en face c'était Marine Le Pen et qu'à minima, on appelait à pas voter Le Pen, tu vois. Et donc on fait l'interview, etc. Et très très vite, ils sont agacés. L'équipe de campagne, ils sont agacés. Tu vois, ils font ça, et l'interview est réduite de 45 à 30 minutes, tu vois. Parce qu'il est mal à l'aise. Parce qu'en fait, on va sur Darmanin qui est accusé de viol, on va sur Adama Traoré. En fait, on joue pas le jeu de parler de rap. Et il le voit. Et moi, par exemple, tu es en face de moi, imagine tu es Macron, donc j'échange avec toi. Et derrière, je vois tous ces communicants qui font ça et qui s'agitent. Imagine la concentration qu'il nous a fallu pour ne pas dévier. Tu vois? Parce qu'on nous a, par exemple, on nous a beaucoup dit, oui, vous n'avez pas été aussi incisif. Oui, mais c'est un président de la République. Tu es obligé de respecter le statut. Parce que si on avait été incisif, on aurait dit vous avez joué le jeu de la banlieue. Enfin, tu vois, on aurait toujours reproché un truc. Tu vois. Non, moi j'y suis allée en tant que journaliste. Et c'est marrant parce qu'on nous a pas autorisé d'être journaliste. Tu vois, encore une fois, c'est une question de la légitimité. Tu vois. Et il y a eu tout un débat sur Twitter de les questions. Est-ce que c'était suffisamment incisif? C'est très marrant de voir ça parce que quand Hugo Décrypte fait Emmanuel Macron, personne ne lui demande si les questions sont assez incisives. On garde ce que le président a dit.
Et nous, tu vois, Twitter a débattu de nos questions, de notre posture, de est-ce qu'ils sont allés le chercher à tel endroit au lieu de s'intéresser à ce qu'il nous disait. Et franchement, heureusement que Assa Traoré, par exemple, a dit, c'est la première fois qu'il parlait de Adama, heureusement qu'il y a des gens qui ont su en tirer ce que nous, on allait chercher, c'est-à-dire des réactions sur des choses importantes, tu vois. Et donc, je finis l'interview, mais le truc se finit par être cuté très, très rapidement. On doit réduire de 3-4 questions, je crois. Il se lève et il dit, je crois que je n'ai pas été si bon que ça. Et donc, moi, avec Kirsch, on se regarde, on se dit, on a peut-être fait un truc bien, tu vois, on a peut-être arrivé à le bousculer un peu, tu vois. Le truc sort. Bon, après, Twitter s'est beaucoup moqué, surtout de la photo de Kirsch chez moi. Tu sais, on dirait trois joueurs de foot devant une cage. Enfin, regarde la photo, tu vas comprendre. Donc, ça, franchement, moi, j'ai d'autodérision, il n'y a pas de problème, la vanne là-dessus et tout. Mais la vidéo sort, on s'est fait lyncher à un niveau Moi, encore aujourd'hui, c'est trop marrant. Quand je poste des vidéos, quand tu vois, il y a des vidéos sur moi sur Internet, tout le monde dit ouais, il faut pas oublier qu'elle a interviewé Emmanuel Macron. Peut-être là, mais je suis journaliste. Ouais. C'est-à-dire, quelle est votre perception ? Ouais, qu'est-ce que vous avez intériorisé de moi pour que je n'ai pas le droit d'interviewer un président ? Dans un média. En plus, c'est vraiment ça qui sort. Ouais, elle a interviewé un journaliste dans un média rap. Elle a interviewé Emmanuel Macron dans un média rap. Mais c'est pas problématique, ça. C'est pas. Enfin, tu vois, ça fait pas de toi ni un objet, ni une vendue. Ça fait juste de toi une journaliste politique, tu vois. Mais encore une fois, c'est parce qu'on te reconnaît pas tout. Ouais. Tu vis beaucoup de cyberharcèlement ? Oui, mais après, tu sais, moi, ça fait tellement longtemps que je suis sur les réseaux sociaux que ça fait malheureusement partie de ça, tu vois. Tu sais que tu te réveilles le matin, tu as des messages désobligeants, des commentaires. C'est compliqué quand c'est toi qui dois modérer. Moi, c'est moi qui modère mon propre contenu, tu vois. Donc, c'est un peu usant. Même si ça ne m'atteint pas personnellement, c'est quand même un peu usant parce que tu... Tu as réussi à construire une carapace aussi. Ouais, en fait, j'arrive à voir le truc de... Oui, bon, c'est du sexisme et du racisme, quoi. Ouais. Sincèrement, à un moment donné, y a des choses... Tu vois, lire des beurettes encore dans tes DM en 2025... tu vois, ça me fait plus rien. Il y a plus rien. Et vraiment, c'est là où l'interview de Macron m'a vacciné à la vie du cyberharcèlement parce que je me suis dit, il faut que tu continues de faire des choses même si tu n'es pas comprise. Cette interview, on n'a pas été compris. Surtout ma position en tant que jeune femme journaliste, tu vois, politique. J'ai pas été compris, j'ai pas été respectée. Ben justement, ça m'a montré que même quand tu as la foule contre toi, si tu es convaincu que toi, tu fais quelque chose de bien, il faut le faire. Et donc ça m'a encore plus, tu sais, confirmé dans ma position. Dernière question. C'est quoi pour toi avoir de l'impact ? Ah, je vois en quoi c'est référence. C'est pas un peu au nom de ce média ? Avoir de l'impact, c'est le nombre de vies que tu influences positivement. Le nombre de personnes qui, grâce à ce que tu fais ou grâce à ce que tu produis, se sentent soit mieux en eux-mêmes, soit ont envie de faire mieux. Pour moi, c'est ça l'impact. J'aime bien cette réponse. Merci Nesrine. Merci beaucoup. Cet épisode a été réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Il a été enregistré à la Maison de la Conversation à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de me quitter, je vous recommande un autre super podcast, c'est Oh My Planet, un podcast de l'ADEME qui vous emmène dans les coulisses de la transition écologique, je vous le recommande.